Salut à toutes et à tous, dimanche soir 19h, c'est évidemment live sur Géopolitique Profonde. Nous venons dépasser les 35 000 abonnés on a pris 25 000 abonnés à l'espace de 2 mois seulement. Et ben vraiment, je vous remercie. Voilà, vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes un magnifique public et une grande communauté. Et franchement, je vous remercie. Alors aujourd'hui, je reçois un ami. Voilà, je vous dis, c'est un ami que je soutiens. C'est le capitaine Juvin Brunet. Capitaine Juvin Brunet qui est un de ceux qui fait, voilà, il ne dit pas, il fait les choses, il est dans l'action et il faut soutenir tous ceux qui sont dans l'action. Aujourd'hui, on va parler du franc libre, on va parler d'actualité, on va parler de la France évidemment et de la République avec capitaine Juvin Brunet. Vraiment, je suis vraiment très content de le recevoir. Bonjour, cher capitaine, comment allez-vous? Bonjour Mike, merci pour votre initiative. Je suis très, très heureux d'être parmi vous et je vais être très heureux ce soir de répondre à beaucoup de questions, d'interrogations, mais surtout de confirmer en fait beaucoup de choses auprès de personnes qui sentent ce qu'on veut faire mais qui n'ont pas encore l'absolue certitude. Je suis là pour enfoncer le clou. Après toutes les séances de marteau-thérapie que je m'inflige tous les jours, on va ce soir enfoncer plusieurs clous. Voilà. Il faut enfoncer les clous, il faut enfoncer plein de clous d'ailleurs. N'hésitez pas à poser plein de questions sur le franc libre, hein, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que c'est de l'économie, j'imagine que c'est pas simple à cogiter, c'est pas simple à comprendre. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Les meilleures questions seront posées au capitaine Juvin Brunet. Alors déjà, la première question, qui est la mienne, où ça en est le franc libre? Est-ce que ça a bien avancé depuis l'annonce mi-août? Racontez-nous. Le franc libre a particulièrement bien avancé dans la mesure où quand on a fait la conférence de presse le 15 juillet, déjà au bout d'une semaine, on avait atteint nos objectifs qui étaient d'au moins avoir 100 000 euros, donc 100 000 francs libres de commander en souscription pour permettre en fait de démarrer le projet de façon crédible. Donc j'ai vraiment structuré ce projet comme ce que je suis également. Je n'ai pas été qu'officier de gendarmerie, j'étais aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Et donc j'ai une petite expérience de la création des projets, de la gestion des projets. Et ici, c'était comme un projet d'entreprise, c'est-à-dire comment faire de zéro, de créer de toutes pièces une nouvelle convention d'échange, une nouvelle convention sociale qui va permettre en fait à chacun d'avoir d'élargir sa stratégie de défense par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en fait. Et ça passe par la création d'une monnaie ex nihilo. Donc il n'y avait pas de monnaie la veille. On en a fait une à partir du 15 juillet. Et 3 mois plus tard, cette monnaie, voilà, elle existe. Elle existe. Elle est là. Voilà. Ça, c'est le 1000 francs libres. 1000 francs libres. Clovis, c'est ça? Et ça, c'est le 1 franc libre. Le 1 franc libre que je monte à votre heure, voilà. Le 1 franc libre, qui est aussi important que le 1000 francs libres. Parce que sur cette pièce de 1 franc libre sont battus nos principes fondamentaux. Voilà. Nos valeurs, quelle est la genèse justement de ce franc libre? Pourquoi avoir créé le franc libre? Est-ce que vous êtes dit, tiens, l'euro va mal, l'Europe va mal, la France va mal, et donc après, il n'y aura plus rien, il faut créer quelque chose? Tout d'abord, j'ai observé en fait beaucoup d'initiatives de monnaie de partout, que ce soit à l'étranger, comme par exemple le Bitcoin, comme aussi en France avec les monnaies locales. J'ai observé différentes initiatives. Je me suis dit, bon, c'est intéressant ce qu'ils font, mais qu'est-ce qui serait en fait le manque de chaque projet? Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais c'est quoi la nature fondamentale d'une monnaie en fait? Alors bien sûr, je suis abonné comme vous à différentes vidéos, Olivier Piacentini, Charles Gave, Olivier Delamarche, tous ces gens-là. Je les écoute abondamment. Aussi, il y a Pierre Jovanovic, ces personnes-là, et ils nous apportent des clés de compréhension sur ce qu'est la monnaie. Mais avant toute chose, une monnaie, c'est quoi? C'est un support qui raconte une histoire commune. Et cette histoire est pétrie de nos valeurs communes et de nos principes fondamentaux. Et donc, qu'est-ce qu'on est, nous? Nous ne sommes pas, avant d'être des citoyens du monde, comme tous ces mondialistes, ou juste des citoyens européens, comme le voudrait la technocratie hors sol et non élue européenne, on est des Français. Voilà. On est sur la terre de France, on parle le français, nous sommes de nationalité française, vous avez une carte nationale d'identité, vous n'avez pas une carte nationale d'identité européenne, c'est national, c'est la nation. Donc en tant que nation, nous sommes français. Au-delà des clivages républicains, bonapartistes ou monarchiques, on est français. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que dresser
que dessiner quelle est notre fresque nationale. Et cette fresque, elle est multiséculaire, elle est millénaire. Ça a 1526 ans d'histoire. Donc, ce n'est pas cantonné aux 233 ans de République. Ça inclut aussi, bien sûr, l'Empire avec Bonaparte, mais ça inclut, et avant tout, aussi toute l'histoire qui a précédé. Et cette histoire est monarchique. Donc, ça démarre avec Clovis en 496 et on est en 2022. Et ben, si vous êtes bon en arithmétique, vous trouverez que ça fait 1526 ans. Donc, nous sommes une des nations du monde avec un patrimoine rare, si ce n'est unique. Nous avons un héritage millénaire. D'autres nations qui ont eu ce statut de civilisation, comme nous sommes français, n'ont pas eu, ont disparu, tout simplement. Les civilisations incas, les civilisations romaines, les civilisations même grecques, les civilisations byzantines, les civilisations égyptiennes, toutes ces civilisations ont disparu, donc il y a une discontinuité dans leur histoire. Nous, depuis 496, il y a peu ou prou aucune discontinuité historique. Donc nous sommes une civilisation, dont nous avons la responsabilité donc, de notre présent et surtout de notre futur. Et cette responsabilité, elle passe par là, pour rebâtir en fait ce que nous sommes autour de nos principes fondamentaux. Voilà. Et ces principes ne sont pas cantonnés aux 2 siècles précédents, loin s'en faut. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le franc libre, c'est que l'argent récolté permet aussi d'acheter du foncier. Et c'est-à-dire d'adosser aussi ce foncier à cet argent pour que cet argent aussi ait une valeur. Tout à fait. Alors, j'ai essuyé toutes les contradictions, toutes les critiques possibles depuis le début. Je les ai prises sur mon dos. J'ai le dos large, ça tombe bien. Voilà, je suis sportif, je l'ai pris sur moi, même si c'était très dur. Mais quand en fait, on crée une monnaie de rien, je dis souvent aux contradicteurs, si vous voulez en fait que demain on ait un stock d'or ou un stock d'argent adossé à la monnaie, créer en fait une valeur, une contre-valeur métallique, comme l'était auparavant en fait toutes les monnaies, offrez-moi une mine d'or. Offrez-moi une mine d'argent. Je serai le premier en fait à la prendre, d'accord? Mais là, on n'en a pas. Donc, comment on démarre? Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Donc, on commence par le projet, on pose ses valeurs, on pose ses principes d'abord. Ensuite, on pose ses valeurs. On pose le projet dans lequel nous sommes tous, qui est cette fresque pluriséculaire. Et ensuite, on dit, est-ce que vous y adhérez? Vous, nous, tous, Français, est-ce que vous adhérez à ce nouveau principe d'échange qu'on va mettre en place, qui au début sur une parité 1-1? Oui ou non? C'est la question que j'ai posée le 15 septembre. Et 3 mois plus tard, je peux dire qu'il y a pour l'instant plus de 4000 Français qui y ont adhéré, c'est-à-dire une petite ville moyenne, provinciale, en termes de taille, a basculé dans le franc libre, si on résume. On a plus de 4000 commandes, 4000 comptes en commande, plus de 1600 comptes ouverts actuellement, donc on est terriblement en retard et je m'en excuse, je prends mes excuses à toutes les personnes. On est passé d'une cellule de rien ex nihilo à quelque chose d'entrepreneurial, artisanal. Il va falloir qu'on passe bientôt à du semi-industriel quand ça va monter en puissance, ça va bientôt monter en puissance. Mais pour répondre à votre question, Mike, l'enjeu de ces monnaies, c'est en fait de revenir en fait à une économie du bon sens. Et ce qui a été les principes fondamentaux des États qui battaient monnaie depuis la nuit des temps, ça a été d'adosser ça sur un principe de confiance, notamment métallique. Il fallait de l'or, il fallait de l'argent. Parce que quelque chose qu'on peut garder chez soi, qu'on peut refondre, qu'on peut s'échanger, c'est millénaire. Voilà. Donc je le dis ce soir, comme j'ai dit déjà depuis des semaines, il y aura sur, admettons, si on a actuellement, on a 1 million de francs libres commandés. Nous allons acquérir pour 200 000 francs, donc euros actuellement, d'or et d'argent qui seront stockés. Nous allons avoir 15%, donc 20% de stock, or, argent. 15% seront stockés, on n'y touchera pas, ils seront là. Et les 5% seront en circulation, sous forme de pièces d'or et de pièces d'argent. Mais ça, c'est que 20% de toute une somme qui est en circulation. Ensuite, comme vous le disiez à l'instant, il faut rajouter du foncier. Et donc, on va aussi avec tout cela, avec la plus-value dégagée en fait par l'échange. Quand on achète 1 euro, ça ne coûte pas 1 franc, 1 euro à produire. Ça coûte, cette pièce, par exemple, coûte 29 centimes à produire. 29 centimes. Ce billet, par exemple, le Jean Moulin, de 10 francs libres, ne coûte pas 10 euros à produire. Il va coûter peut-être 20 à 30 centimes à produire, maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite de la marge, de la différence de tout ça? Il faut construire une infrastructure derrière pour pérenniser le système d'échange. Et l'infrastructure, elle est à différents niveaux.
c'est une infrastructure physique et c'est une infrastructure aussi électronique. Infrastructure physique, il faut des dépôts, il faut des véhicules, il faut des équipes de sécurité pour transporter les fonds. Infrastructure électronique, il faut qu'on ait un système d'échange, comme ici, avec l'application. Mais derrière, il faut des serveurs. Derrière, il faut des programmeurs. Derrière, il faut des graphistes. Derrière, il faut des gens qui vont compter en permanence pour s'assurer que tous les comptes soient bien administrés. Donc, on est en train de monter tout un système d'échange de monnaie réelle, sérieuse, pour que les Français puissent simplement disposer d'une ressource de précaution, d'une réserve de précaution, si et seulement si demain, l'euro s'effondre. Voilà. Et on sera les derniers, nous Français, à avoir l'euro, je vous l'annonce, parce qu'on a le meilleur d'entre eux, entre guillemets. Et le meilleur d'entre eux, c'est Macron. Macron est la pépite des young leaders, des global shapers, c'est leur pépite. Ils l'ont mis en place en France exprès. Nous serons les derniers à nous taper l'euro. Je vous l'annonce. Vous verrez. Donc du coup, là, on sent que le projet, c'est vraiment sérieux, il y a du monde derrière, tout a été pensé, calculé, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été, voilà, c'est travaillé quoi derrière. C'est travaillé, ça a été observé aussi sur d'autres. J'ai vu aussi des monnaies locales, j'ai observé comment ça se faisait, tout ça, mais il manquait chaque fois quelque chose, un ingrédient. Voilà. Les monnaies locales, elles sont intéressantes, mais pour échanger localement. Mais si après vous passez, par exemple, vous habitez comme moi à Toulon, par exemple, et vous passez en Bretagne, ben, votre monnaie locale, vous ne pouvez plus vous en servir entre le sud et la Bretagne. Vous voyez ce que je veux dire? La communauté urbaine de Toulon est trop grande, pas assez grande justement. Donc il fallait quelque chose d'échelon national. Et c'est là qu'intervient en fait la faille, entre guillemets, dans la loi, parce qu'on est dans un système qui cherche à nous oppresser, à hystériser et à nous terroriser. Donc les citoyens de nos jours ont peur. Ils ont même peur de réfléchir parfois. Mais vous vous rendez compte dans la loi, et je remercie d'ailleurs Conspiracy Watch, qui l'a relevé dans son dernier tweet, ce que l'on fait n'a strictement rien d'illégal. Pour une raison très simple. C'est que demain, Mike, imaginez que nous estimions que ce verre a une valeur, vous et moi, et qu'on décide demain que ce verre soit notre valeur d'échange à vous et à moi, Mike, personne ne peut l'interdire. Personne. C'est libre. C'est-à-dire que Voilà. l'État ne peut pas dire non, battre monnaie, c'est notre pouvoir à nous. Vous ne pouvez pas battre monnaie parce que voilà, vous êtes un particulier ou une Il est société. interdit de battre de la fausse monnaie. Si le franc était en circulation, le franc Pinet, le franc Germinal, comme il y a eu des francs précédemment, ils ont peut-être été interdits de battre des francs libres ou autre chose. On aurait pu être attaqué là-dessus. Mais là, tous les mondialistes se sont rués. Leur objectif est de dissoudre ce pays, de diviser pour dissoudre ce pays. Et donc la dissolution passait par l'abandon d'un attribut de puissance majeure de l'État français qui est la monnaie. Donc le franc n'existe plus officiellement. Enfin, quoique, il faudrait voir si le franc existe encore toujours ou pas au niveau de la loi. Mais la lex monetae a changé. Bon, revenons au franc par nous-mêmes. Ça ne sert à rien d'attendre des apôtres, des prophètes, du Frexit, différentes choses qui vont dire il faudra un jour Frexiter. Eh bien, Frexitons tout de suite. Voilà. Mettons-les au pied du mur. Eux, ils nous créent des guerres, ils nous créent une misère artificielle, ils nous créent des crises sanitaires artificielles. Eh bien, nous, on va aussi les mettre au pied du mur, on va réagir. Et on n'est pas plus con que les autres. Au contraire, on est même plus intelligent parce qu'il y a beaucoup plus de compétences et d'intelligence dans le corps social français qu'il y a actuellement dans les élites qui se croient au-dessus de tout. Et elles vont tomber de très haut quand elles vont se rendre compte, en fait, que la plupart des Français ont toutes les ressources pour se gérer par eux-mêmes et que l'État n'est que là pour leur apporter en fait une plus-value de gestion, une meilleure gestion. Mais si l'État est là pour empêcher déjà de faire nation, premièrement, et en plus empêcher les gens d'entreprendre, empêcher les gens de vivre librement, ça veut dire que l'État en fait est aux mains des mauvaises personnes. Et ça, les Français commencent à s'en rendre compte. L'appareil d'État est aux mains des mauvaises élites. Il y a beaucoup de gens dans l'appareil d'État qui sont des fonctionnaires de catégorie C, B ou A parfois, d'absolue bonne foi, ils savent la perversité du système dans lequel ils sont désormais. L'appareil d'État a été infiltré et a été compromis. C'est ce qu'on appelle de la subversion. Ils ont retourné l'appareil d'État contre nous-mêmes. Alors que le corps État-nation, c'est vraiment indissociable en France. Ils ont pris l'État, ils avaient besoin de l'État.
pour contrôler la France. Parce qu'ils savent que la super technostructure française, c'est l'État. Et s'ils ont pris contrôle de l'État, derrière, ils peuvent tout faire. Et si même il y a des réticences dans l'État, qu'est-ce qu'ils font? Comme l'a fait Macron durant la crise sanitaire, ils utilisent McKinsey, ils envoient en fait des agents de McKinsey dans tous les rouages de l'État à différents niveaux pour bien en plus terroriser les fonctionnaires, pour bien qu'ils appliquent les choses et bien qu'il y ait en fait des rapports, des feedbacks sur vous savez, les points de tension ou les points de blocage que voudraient légitimement exprimer les fonctionnaires en disant ça, on ne peut pas le faire parce que c'est contre l'intérêt public, parce que c'est contre l'intérêt de la France. Eh bien, tous ces banksters ont mis en place la coqueluche, leur coqueluche Macron, et ce sont des traîtres et des criminels. Ce sont des traîtres et des criminels. Ils sont en train de se retourner contre les intérêts fondamentaux de la France et les intérêts supérieurs de l'État. Je le dis et je le répéterai jusqu'au bout. Intérêts fondamentaux de la nation, intérêts supérieurs de l'État. Voilà ce qui se passe. J'ai une question de Absomet. Alors, Absomet, je ne sais pas comment on prononce. Alors, ce n'est pas la monnaie qui compte, c'est son cours légal, point d'interrogation, cours forcé, point d'interrogation, converti, point d'interrogation, pouvoir libératoire illimité. Alors, vous pouvez remettre la question, comme ça au moins je garde les éléments, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, alors je ne voudrais pas me tromper. Alors, je l'ai déjà. Alors, voilà, en gros, quel est le cours de cette monnaie? Alors, je sais que c'est 1 franc libre, 1 euro. Oui. Voilà, je ne retrouve plus son. Bon, c'est pas grave. Alors, on l'a fait à 1-1 au début, en parité, pour en fait faire adopter plus facilement aux Français la nouvelle monnaie. Parce qu'imaginez déjà que c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à se projeter. Les gens ont peur. Nous, on a beaucoup de Français qui se sont dit, bah tiens, on va vous faire confiance, on va vous payer 100 euros, 500 euros, 1000 euros, parfois beaucoup plus, jusqu'à 30 000 euros parfois. Et ils ont été pris de panique ensuite. Ils ont dit, non, déchirez le chèque, on veut plus, on a peur. Aucun problème. On déchire le chèque, on n'est pas là pour vous forcer la main. Mais les gens sont dans un état de terreur actuellement et de peur. Ils ont peur de tout perdre. Donc le cours est sur 1-1, au moins déjà pour qu'ils n'aient pas à sortir leur calculette. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, quand on va commencer à payer en francs libres dans les commerçants qui acceptent le franc libre, et j'annonce ce soir qu'il y a différents types de commerçants qui vont être partout en France, nous sommes en retard en termes de localisation de tous ces commerçants qui sont partout en France. Mais j'ai encore reçu tout à l'heure, on a un médecin qui est rentré, on a une avocate qui est rentrée. Bref, il y a tous les corps de métier qui sont en train de rentrer. Il y a des artisans, il y a des transporteurs, on a des bars PMU, on commence à avoir des métiers de bouche, des bars, des restaurants, des bouchers. On a des agriculteurs, des gens qui font du miel, dans le bovin, dans différentes choses. On a tout un réseau qui est en train de se structurer, mais ça prend du temps. Et je dis aux Français, une belle femme, on le dit souvent, une belle femme ne peut apporter parfois que sa beauté. Et là, vous êtes dans un système qu'on est en train de créer de toutes pièces depuis 3 mois. 3 mois. 3 mois. Donc, essayez de voir des démarches équivalentes ailleurs et vous verrez ce qu'on fait en 3 mois. On ne fait rien. C'est-à-dire que le franc libre va officiellement sortir en fin d'année, en début d'année. Là, le franc libre existe. Hein. Là, le franc libre existe. Toutes les coupures existent. Les gens pourront le toucher, cet argent. Ils pourront avoir cet argent quand? Alors, ça va commencer dans environ 8-9 jours. Là, on se laisse encore une semaine d'organisation logistique à partir du 8-9 novembre. Et là, donc, je prends rendez-vous ce soir avec tous les membres des CSP qui me regardent, des comités de salut du peuple. Nous allons mettre en place une caisse dans chaque circonscription électorale de France. Donc, il y a 577 circonscriptions. Il va y avoir 577 CSP et 577 caisses. Et c'est les citoyens qui vont la gérer, cette caisse nationale. Nous, on va leur dire, OK, vous êtes constitués, vous êtes 20, vous avez un élu, vous avez un adjoint, vous avez un référent sûreté et vous avez un référent trésorerie, on vous fait confiance. On vous met la caisse. Et cette caisse, on va la déployer à partir donc du 8-9 novembre. On a quasiment un mois de retard sur l'agenda. Mais on va le faire. Ce ne sera pas des banquiers derrière, quoi. Non, c'est des citoyens. C'est les citoyens qui font ça pour leurs prochains. Alors bien sûr, il pourrait y avoir des fraudes, différentes choses. C'est pour ça qu'on fait ça dans le cadre du CSP avec un règlement assez contraignant pour éviter ce genre de fraude et faire en sorte qu'il y ait un partage de responsabilités, un cloisonnement des responsabilités entre le sûreté, le trésorier et l'élu, par exemple, pour que chacun ait une mission, mais que toutes les missions soient complémentaires, pour pas qu'il y en ait un qui ait la prééminence sur le reste du groupe. Donc un partage de responsabilités.
tout simplement, pour éviter les fraudes et pour éviter les mauvaises intentions. Donc, c'est les citoyens qui vont gérer ça. Mais ils vont commencer à le gérer dès lors qu'ils auront fait des élections. Nous l'alpha du CSP, c'est l'élection. Donc, vous faites de la démocratie en local. Une fois que vous avez montré que vous êtes capable de vous réunir, vous êtes capable de vous réunir, parce que beaucoup de gens sont capables de se plaindre, même dans ce fil. Beaucoup de gens sont capables de critiquer en permanence, bien sûr, mais très peu Mais justement, ont la capacité et la sagesse de se réunir au moment où il faut le faire. Donc, s'ils ont qu'est-ce que cette vous en capacité, pensez cette de ça? sagesse, on leur donne une caisse et ils peuvent Justement, avec ça qu'est-ce que vous échanger. pensez de ça? Parce qu'il y a eu des critiques. Bon, il y a eu un économiste qui a critiqué, il y a eu bon, peut-être des particuliers qui ont critiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, je suis très lassé de ce côté d'accusation, opposition contrôlée, toutes ces choses. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là? J'ai simplement à leur répondre, tu fais quelque chose ou tu la fermes. Voilà. Maintenant, c'est tu fais ou tu la fermes. Toutes les personnes qui sont en permanence en train de faire de la spéculation, au début, je pense que les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire spéculation et opération, donc opératif ou spéculatif. Hein. Maintenant, ça va être très simple, c'est tu fais les choses. Si tu fais, tu as le droit de l'ouvrir, aucun problème, parce que tu as fait, tu as montré que tu sais cultiver ton champ, tu as montré que tu sais monter un CSP, tu as montré que tu t'engages pour les autres, tu fais, pas de problème. Si tu fais pas, tu la fermes. Voilà. Et ça coupera court à toutes les tentatives d'infiltration de différentes associations, de partis, de différentes obédiences qui veulent infiltrer les CSP pour les empêcher en fait que les Français refassent union. Et c'est dans l'union qu'ils vont exorciser la division actuelle. Je ne vous fais pas un procès là-dessus, ni une question de texte. Division, le grec, c'est diabolos. OK? Donc on est là-dedans. Toutes les personnes qui se détournent de ça sont sur le chemin du vice. Le vice de la désunion, le vice de l'orgueil, le vice de moi je sais tout, moi je peux tout faire. Ben fais-le, montre-nous. Et quand tu te mets en chemin pour faire et pour montrer aux autres que tu sais faire, là tu es sur un chemin vertueux. Et tu te rends compte que tu prends une sacrée dose d'humilité parce qu'entre critiquer d'un côté et faire de l'autre, dès que tu fais, bizarrement, les gens qui font au quotidien, on les voit, sont des gens particulièrement humbles. Parce qu'ils savent que dès qu'on fait quelque chose, et de surcroît en France en 2022, on a des embûches de partout. Donc réussir à faire quelque chose en France en 2022, déjà c'est une consécration. Et ça force le respect, mais aussi ça crée l'humilité. Toutes les personnes qui sont très orgueilleuses sont déjà dans le vice. Et le vice ne vous apportera que la désunion, et à la fin la solitude, et à la fin l'anéantissement. Je vous le dis, quand les choses vont se déchaîner autour de vous, d'ici quelques mois, peut-être à horizon 2023, peut-être avant, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas l'agenda des mondialistes. Eux, ils ont un agenda, donc ils ont une initiative, ils ont l'initiative sur nous. Ils ont toujours le temps d'avance, nous on est toujours en réaction par rapport à eux. Il faut qu'on reprenne l'initiative. Je ne sais pas ce que vont faire les mondialistes, mais eux, ils ne savent pas non plus ce que vont faire les Français. Ils ont été surpris par les Gilets jaunes, par exemple. Après, malheureusement, les Gilets jaunes ont été ringardisés, diabolisés, infiltrés. On le sait, ok. Mais maintenant, les Français, peut-être, pourraient faire preuve d'esprit de concorde et d'organisation et de discrétion aussi, et créer en fait la surprise dans le corps des élites, qui ne s'attendaient pas à ça, si vous voyez ce que je veux dire, C'est et sûr. reprendre l'initiative. Mais justement, est-ce que ce franc libre, c'est une forme de monnaie de résistance à l'État? Parce que l'État, il faut se dire les choses, aujourd'hui, est l'ennemi des gens. Hein. Voilà, c'est un ennemi. Il ne faut plus le prendre comme une entité qui essaye de protéger, comme je vais utiliser le terme là, des mondialistes, justement. C'est un ennemi. Voilà, est-ce que cette monnaie est une forme de résistance à ce qui se passe, à cet État glouton, si je puis dire? Je vais d'abord repartir, en fait, pour répondre à votre question, Mike, du nom le franc libre. Alors, beaucoup de mauvaises langues, qui ne connaissent d'ailleurs rien à l'histoire, et se croient de très grands linguistes, disent que c'est un pléonasme. Bien entendu que c'est un pléonasme, on le sait tous. Mais pourquoi De Gaulle a-t-il utilisé ce pléonasme par la France libre en 1940, à votre avis? C'est parce que la France, qui ontologiquement et étymologiquement veut dire libre, donc étymologiquement, donc ontologiquement, dans son essence, n'était plus libre en 1940. Donc son appareil d'État était totalement corrompu, voire compromis, et acquis à une idéologie qui allait à l'encontre, en fait, de toutes les valeurs et principes censés être françaises.
Voilà pourquoi De Gaulle, quand il est parti à Londres, était tout d'abord illégal. Donc je le rappelle à tous les gaullistes de plateau qui se disent moi je suis gaulliste, moi je suis gaulliste, très bien. Si tu es gaulliste, reviens à l'essence du général de Gaulle. Lui, il a été condamné à mort par contumace 2 fois, hein, en 1940. Et quand tu es condamné à mort par contumace, tu prends pas ton Eurostar avec ton petit recommandé pour aller à la cour de justice militaire de Vichy pour te faire condamner à mort et te faire décapiter. Parce que dans ce cas-là, la France libre, c'est fini. Donc il a posé la France libre en 1940. Pourquoi? Parce que la France était occupée, elle était envahie et il fallait la libérer. Donc la France libre est une projection, comme le franc libre est un instrument qui va nous permettre d'exhumer la France libre. La France libre, elle appartient pas à vous, à moi ou à De Gaulle, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à l'histoire, elle appartient aux Français. Il faut qu'on exhume cette France libre pour que dans cette projection, pour redevenir libre, la France le soit, le redevienne, au bout de X mois ou X années de combat et de guerre. Mais pour répondre à votre question sur l'État, bien sûr, l'État actuel est en train de creuser un fossé d'illégitimité, comme le sera Vichy en 1944, qui avait creusé son fossé d'illégitimité, son trou d'illégitimité pendant 4 ans. Eh bien là, on n'a pas 4 ans de guerre à attendre, l'illégitimité, elle est déjà là. Donc De Gaulle, qui était illégal et illégitime, personne ne le connaissait en 1940, personne. 4 ans plus tard, il revient, c'est le grand légitime. Et du haut de cette légitimité, parce qu'il incarne le juste, c'est du haut de cette légitimité, de ce juste, qui refonde la loi. Malheureusement, on sait à qui il laisse les clés de la France en 1946, on le sait tous, et avec tout ce qui s'en suivra entre 1946 et 1958. Mais en tout cas, De Gaulle a fait le travail entre 40 et 44 pour qu'en 45, en France, nous payions en francs et nous ne payons pas en dollars. Donc la plupart des personnes aussi qui sont en permanence en train de critiquer De Gaulle, il est critiquable par rapport à ce qu'il a fait en 1962, je suis d'accord avec vous. Par contre, en 1944, De Gaulle n'est pas critiquable pour une raison très simple. C'est si De Gaulle n'avait pas été là, vous paieriez en dollars en 1945. Et donc, vous n'auriez pas attendu l'euro en 2002 pour ne plus avoir de francs. L'AMGOT, c'était l'American Government of Occupied Territories, AMGOT. Et tous les Américains qui étaient en train de libérer la France, ils le faisaient pour balancer des caisses de dollars dans toutes les préfectures. De Gaulle a envoyé l'ordre à tous les préfets leur dire « N'acceptez pas cette monnaie, vous payez en France, vous êtes français. » Ayez un peu de dignité. Et ils ont écouté à l'époque. Mais justement, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça que là, pour le coup, cette émission, elle a aussi pour but de permettre à ceux qui ne sont pas totalement convaincus de peut-être les convaincre. Et donc, du coup, j'ai Vincent Bellamy qui pose cette question. Je me pose la question partant du principe que la France n'a pas le droit de battre monnaie. Quelle valeur en matière de reconnaissance a le franc libre? Mais la reconnaissance, c'est la reconnaissance qu'auront les Français entre eux par rapport à cette monnaie, tout simplement. Une fois ensuite que vous avez, non pas, prenons l'euro. L'euro est partagé par 500 millions de citoyens sur le territoire européen. Bon. Pour autant, l'euro fait peur. Donc, c'est pas parce qu'une monnaie, en fait, à cours légal dans je sais plus combien on est, je sais plus, on est 22 ou 25 pays de l'Union européenne, du système euro, c'est pas parce que ça a cours sur des dizaines de pays que c'est pour autant rassurant. Donc, si les personnes veulent se rassurer, qui sont même pas rassurées par l'euro, on n'aura pas 500 millions de comptes ouverts d'ici 24 heures. C'est pas possible. D'accord? Donc, on va se rassurer différemment. Par contre, si les Français veulent commencer à se dire, moi, je reconnais ça, et qu'on n'est pas 4 000, mais que demain, on est 20 000, 50 000, 100 000, 1 million, ça veut dire que demain, il y aura 1 million de Français qui vont échanger autour d'eux des francs libres, voilà, et qui vont le faire dans un système qui va devenir totalement, progressivement parallèle, et qui revient en fait à votre autre question tout à l'heure, par rapport à l'État. Quand on est face à un État progressivement illégitime et qui prend en plus des actions illégales, je le dis pour tous les haters et trolls de concours qu'on trouve sur les fils, l'État français, actuellement, a pris des décisions illégales au regard des conventions internationales sur le droit de propriété. Votre droit de propriété mobilière, vos sous, et votre droit de propriété immobilière a été pulvérisé depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Quand vous avez des citoyens russes qui n'avaient pas forcément voté pour Poutine, ont vu leurs biens confisqués en France. À quel titre?
Donc toutes les conventions internationales ont volé en éclats. Donc si vous voulez vous rassurer actuellement, soyez honnête. Regardez où nous en sommes. Le droit de propriété a été, on va dire, attaqué, fragilisé, voire n'existe plus de fait. L'état de droit a également reculé, voire il n'existe plus, de fait également. Donc la reconnaissance du franc libre se fera en fait entre ceux qui veulent résister. Oui, mais Tout si simplement. demain, il y a 1 million de personnes qui ont des francs libres, c'est-à-dire que c'est une sacrée concurrence pour l'État. On sait que l'État n'accepte pas la concurrence. Donc, comment du coup, parce que j'imagine que l'État, derrière, s'il y a 1 million de personnes qui ont des francs libres, eh ben, Non, ils vont s'attaquer. Ils vont s'attaquer naturellement. à vous, capitaine, et à toute la structure CSP. Donc, comment Oui. se défendre contre l'État, justement? Alors, naturellement, l'État n'accepte pas la concurrence et c'est normal. Un État doit être pleinement, on va dire, pas souverain, parce que totalement c'est le peuple qui est souverain. Hein, mais l'État est l'outil de la souveraineté du peuple, théoriquement. Bon, il doit être pleinement souverain sur son territoire et sur ses moyens d'échange, notamment. La monnaie fait partie de l'attribut de puissance de l'État. Mais l'État français, il a perdu son attribut de puissance, vu que maintenant il gère l'euro. Donc, en fait, l'État, comme on le concevait il y a 50 ans, n'existe plus. Il faut qu'on rebatte qu'on revoie notre définition de l'État. L'État français n'a plus de souveraineté monétaire, n'a plus de souveraineté militaire, n'a plus de souveraineté diplomatique, parce qu'il est totalement en fait inféodé à l'Union européenne, qui est elle-même inféodée en fait aux États-Unis d'Amérique, qui sont eux-mêmes inféodés en fait à un État profond occidental, composé d'élites financières qui ont acquis des moyens financiers humains qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du monde et qui leur permettent désormais eh bien, de prendre le contrôle des États et d'abattre progressivement, en prenant le contrôle, ils abattent les États, ils les divisent parce qu'ils savent que les États sont la seule protection, le seul obstacle à leur hégémonie mondiale. Voilà. Donc on y est là, on est dans une guerre, État profond, État-nation. Voilà où nous en sommes. Donc, pour revenir à la question de l'auditeur sur la reconnaissance, les personnes se reconnaîtront entre eux sur qui ils sont et surtout ce qu'ils auront dans leur poche. Quand ils sortiront un moulin, c'est quelqu'un qui a résisté. Jaurès, et il s'est sacrifié pour nous, Moulin. Jaurès, c'est quelqu'un aussi qui s'est sacrifié pour nous. Et j'en passe. Et toutes les figures en fait qu'on a créées dans cette fresque nationale, quand les gens sortiront ça de leur poche, ils se reconnaîtront immédiatement. Ils sauront de quel bord ils sont. Parce qu'ils sont en train d'échanger un outil quotidien, mais qui a une signification et qui a un objectif politique derrière. Bah tiens, j'ai une question intéressante. Si le droit de propriété a été perdu, pourquoi acheter des terrains avec le franc libre? Et tiens, et j'irai même un peu plus loin sur cette question. On sait qu'il va y avoir une énorme réforme de la taxe foncière en 2026, qui va peut-être multiplier par 3, 4 et peut-être 5 le prix de la taxe foncière. Lorsque ça se passera, comment ferez-vous justement, voilà, comment ferez-vous si par exemple, au lieu de payer 10 000 euros de taxe foncière, on paiera 50 000 euros de taxe foncière? Écoutez, c'est extrêmement délicat. La démarche est extrêmement délicate parce que la question vraiment est à propos. Et c'est une question que je me pose tous les jours. Hein. Parce que ça peut être une arme de l'État pour contrer justement Bien sûr. cette monnaie. Alors l'État aussi a des armes, mais l'État aussi a des commanditaires. Les commanditaires sont les entreprises, voire les grandes entreprises. Pourquoi ils passent une loi sur le secret des affaires? C'est pour protéger leurs commanditaires, dans le secret de leurs affaires à très haut niveau. Donc, si on repart sur leur terrain de contrôle depuis 233 ans est la monnaie. N'oubliez pas qu'après le 18 Brumaire, 3 mois plus tard, la Banque de France a été créée. Mais la Banque de France n'est pas une institution publique. C'était une société par action qui était détenue par des puissances d'argent déjà à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On a, depuis plus de 2 siècles, une série d'illusions dans laquelle on nous a fait vivre et qui sont en train de voler en éclats, les unes après les autres. Donc, pour revenir à la question de l'auditeur sur le droit de propriété, les choses sont tombées de fait. Donc, c'est hyper délicat pour nous d'investir, mais on va devoir peut-être utiliser en fait les armes de l'adversaire. L'arme de l'adversaire numéro 1, c'est l'argent. On utilise cette arme,
tout simplement. L'arme de l'adversaire numéro 2, c'est l'entreprise. Ils utilisent des structures entrepreneuriales, des structures associatives, des structures de fondation pour avancer masquer avec leur agenda. Nous allons faire pareil, tout simplement. Donc il va falloir qu'on multiplie les structures associatives et d'entreprises, toutes reliées autour du même projet, qui est en fait la France et le peuple français. Point barre. Voilà. Mais c'est effectivement extrêmement compliqué. Mais il faut quand même qu'on aille dans cette stratégie d'acquisition de foncier, parce que dès lors que vous maîtrisez votre outil d'échange, que vous maîtrisez votre foncier, que vous maîtrisez en fait, on va dire, un premier embryon de réseau logistique, et que vous avez derrière des moyens d'action, et bien après on passera en fait à une phase autre que de la stratégie. La monnaie n'est que l'étape 0, l'étape 1, devrais-je dire, d'une stratégie plus globale. Il faut qu'on fasse ce travail ingrat tous ensemble, de restructuration déjà du réseau financier et monétaire. Voilà. Quelle est la stratégie globale du coup? La stratégie globale, est-ce qu'à terme, elle est de prendre le pouvoir? De reprendre le contrôle, bien sûr. Il faut reprendre le contrôle, d'une façon ou d'une autre. Mais reprendre le contrôle, j'ai été orgueilleux dans un passé proche, parce que j'ai vraiment pensé que par les actions citoyennes ou politiques que je pouvais entreprendre, j'allais pouvoir changer quelque chose, ou freiner, ou bloquer qui que ce soit. Et en fait, c'est très orgueilleux. Je cache pas aux auditeurs que je suis de confession catholique. Voilà. Et je le conseille souvent à beaucoup de personnes qui disent « Mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur ?» Je leur dis « Vous savez, là, on est sur une chaîne qui s'appelle Géopolitique profonde. » Donc, il y a des ouvrages de géopolitique. On s'en farcit des ouvrages de géopolitique à Saint-Cyr ou à l'école de guerre ou à l'école de la guerre économique, ces choses-là, on s'en farcit. Ben, actuellement, le meilleur ouvrage de géopolitique, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà, c'est la meilleure façon de décrypter ce qui va se passer. Voilà. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez 3 tamis qui vont arriver. Le premier tamis est passé. Voilà. C'est comment, en fait, on va passer au tamis. On va juger des dignités, de la dignité individuelle et collective. Qu'est-ce que vaut ce peuple dans l'épreuve qu'on va lui apporter, l'épreuve sanitaire. La prochaine épreuve, ça va être l'épreuve de la faim, de la famine. Et la dernière épreuve sera celle de la guerre. Voilà. À l'issue de la santé, de la maladie, de la famine et de la guerre, nous verrons ce que vaut le peuple français. Et est-ce que, du haut de son orgueil, il a compris en fait ses limites et qu'il s'est mis en fait à revenir sur son passé, à comprendre la richesse de ses valeurs et principes fondamentaux et qui ont fait de lui, en fait, ce peuple et cette France, une grande nation, une grande civilisation. Serons-nous capables de faire ça? Voilà. Donc, je sais que c'est assez pessimiste, mais en même temps, c'est très pragmatique. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous, on n'est pas pour une vidéo, entre guillemets, putaclic, hein, pour juste faire cliquer et faire des souscriptions. Je ne suis pas là pour vous vendre une carte d'adhésion à un parti politique, je m'en fous en fait. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire, ça pourrait aller mal. Je doute que ça aille bien par rapport à tout ce qui est mis en place. Je doute que ça aille bien par rapport à la psychologie des élites qu'on a pu observer, Macron en tête. Je doute que ça aille bien par rapport à la lâcheté, au renoncement de la plupart des hauts fonctionnaires de l'appareil d'État qui ont décidé de dire oui à l'abjection la plus totale. Quand on prend le billet Moulin, par exemple, Moulin, c'était le seul préfet à avoir dit non en 1941. Tous les autres préfets ont dit oui. Tous les autres préfets ont prêté allégeance au maréchal Pétain. Tous les autres préfets ont dit bah oui, on va appliquer toutes les nouvelles lois du régime de Vichy, de l'État de Vichy, qui était le nouvel État. La Troisième République, et dans cette Troisième République, ça a été voté à 80%, la passation du pouvoir a été faite de façon absolument légale, et c'est le régime de Vichy ensuite qui est devenu l'État officiel de la France. Et qui s'est insurgé? Moulin. Et d'autres, bien sûr, n'étaient pas seuls. Et donc, ce sont ces exemples qu'on exhume, parce qu'on est exactement dans la même situation. Les voiles ont changé, les illusions ont changé, mais l'épreuve est la même. Sauf que là, on a un condensé d'épreuves qu'il n'avait pas en 39. Là, on a un condensé d'épreuves qui a conjugué maladie, qui va conjuguer bientôt famine et guerre. Mais tout ceci est artificiel. La maladie, la guerre comme la famine sont artificielles, artificiellement créées par une élite, uniquement pour asseoir son contrôle, comme dans le passé, ou le pérenniser, comme maintenant. Donc, ils veulent pérenniser leur contrôle par la peur et la terreur, et pour cela, eh bien, ils vont alimenter ces crises.
Est-ce sectorielle. que les Français sont assez conscients qu'on arrive justement dans cette apocalypse de Saint-Jean? J'ai pas l'impression, peut-être parce que je suis parisien aussi, alors et à Paris, on est toujours les derniers à comprendre des choses. Mais est-ce que les gens s'en rendent compte? Alors c'est bien, et les gens râlent au café, bravo, mais est-ce qu'ils sont prêts à franchir le pas? Beaucoup ont compris. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui m'ont dit, je suis sorti de la matrice en mars 2020. Voilà, quand c'est arrivé. Et d'autres vont encore comprendre. Ben, certains ont passé le tamis 2020, 2019, 2023. En fait, c'était 3 ans en fait la crise. Hein. Si on... là, actuellement, on est en octobre, ça fait 3 ans que ça a démarré. Voilà. Donc 3 années. On va passer dans le nouveau tamis. Peut-être qu'ils vont comprendre. Ceux qui n'ont pas compris parce qu'on était en train de profaner leur corps avec des choses qu'on connaît tous. Hein, vous mettez ça sous la peau, différentes choses pour vous contrôler. Ceux qui n'ont pas compris avec ça, peut-être vont le comprendre quand ils vont se faire raser leurs économies. Oui, par différentes méthodes. Soit j'augmente l'essence d'un côté, et puis si ça suffit pas, j'augmente l'électricité. Ah, ça va un petit peu trop râler, donc je baisse l'essence. Hein. Mais je fais x4, x10 à l'électricité. Les Français ne se rendent pas compte que le peu d'industrie qu'on avait encore en France va disparaître cet hiver. Ils ne le savent pas, ça, que tout va disparaître. Et quand il va y avoir des milliers de personnes qui vont plus payer, en fait, vous prenez Duralex, toutes ces entreprises-là, sont entreprises symboliques. Mais derrière, combien de milliers d'entreprises ne vont pas survivre? Ils en sont conscients de ça. Et ils pensent que sans entreprise, un pays peut continuer à vivre normalement. Ben, Mais on ne vit pas juste sur des économies et juste en achetant sa baguette de pain. Il y a beaucoup d'autres choses dans un je vais vous environnement dire une économique. chose, cher capitaine. J'étais à Bistro Liberté lundi dernier, donc dans les 10 dernières minutes, on a eu un débat un peu, un peu énervé, on va dire. Et justement, j'ai fait le récapitulatif depuis 2007, pour pas faire déjà avant, de ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire qu'en 2008, bon, il y a eu les subprimes, 2012, il y a eu Hollande, 2017, on a eu Macron, 2018, Gilets jaunes, 2020, crise sanitaire, là, la guerre en Ukraine. Et moi, je suis dans votre avis. On ne peut pas s'en sortir avec ça, et ça tout en sachant qu'on ne produit plus rien. Pourtant, mes interlocuteurs m'ont dit, mais il y a l'espérance. Donc voilà, on donne en disant de l'espérance. Et j'ai l'impression que les gens se disent la même chose que mes interlocuteurs. C'est-à-dire que, eh ben oui, mais vous comprenez, la croissance peut-être peut arriver d'un coup, on ne sait pas comment, mais elle peut arriver, des temps meilleurs vont arriver. Non, mais ça s'organise. L'espérance, c'est bien. Voilà, l'espérance, c'est utile pour se lever le matin, avoir envie de se lever et se mettre à œuvrer, à travailler. Mais si vous restez dans votre canapé toute la journée à espérer, vous ne ferez rien. Voilà, vous resterez dans l'univers du spéculateur, du spectateur. Voilà, vous êtes à mi-chemin entre le citoyen de Guy Debord, la société du spectacle, et le citoyen spéculateur qui n'a pas compris que autour de nous, c'est de la matière qui est partout. On doit œuvrer en permanence. On est fait de matière nous-mêmes. Donc on doit œuvrer, ce sont les règles. Et ces règles sont universelles et intemporelles. Et la France s'est arrêtée. Ou au pire encore, on a empêché les Français de faire. Il y a beaucoup de Français qui sont absolument favorables pour faire au quotidien. Ils ont envie d'œuvrer, ils ont envie de monter des entreprises, ils ont envie même d'être simplement salariés d'entreprises dans différents secteurs d'activité. On les emmerde en permanence. On les empêche de travailler, on les empêche d'œuvrer, on les empêche de gagner ce qu'il faut pour nourrir leur famille. Et vous comprenez qu'on est piloté par des traîtres. Charles Gave rappelait récemment, il avait écrit un bouquin sur les Français sont des lions commandés par des ânes. Mais ça remonte à 14-18 en fait. Hein, quand on dit que le feu tue, on a découvert que les obus tuaient. Un obus face à un fantassin, ça le tue forcément. Et donc effectivement, les Français étaient des lions, ils étaient reconnus comme tels sur le champ de bataille, commandés par des ânes. Rajouter un truc, ces ânes qui commandent des lions sont eux-mêmes pilotés par des traîtres. Pilotés par des traîtres. Et là, on peut parler de la franc-maçonnerie, de tout ce qui se passe depuis 3 siècles, aux origines dans les limbes de l'humanisme, qui a été en fait perverti, et cet humanisme nous a amené en fait à la franc-maçonnerie. Et cette franc-maçonnerie, en fait, en 89, a pris le contrôle de la France. Et ils ont fait en sorte, depuis 2 siècles et demi, de dévitaliser la France, en la coupant de sa transcendance et en la coupant en fait de ses règles cosmiques, le bon, le beau, le bien.
Ils nous ont coupé de tout ça. Ils nous ont fait croire qu'on était dans une fausse égalité, une égalité mensongère, horizontale. Il existe aussi une verticalité, une transcendance. Mais si vous ne montez pas, vous descendrez. Et les gens vont s'en rendre compte. S'ils ne montent pas, ils vont descendre. Et s'ils descendent, c'est pas joli à voir, ce qu'il y a en dessous. Ben, on est en train de descendre depuis longtemps. Moi, je vois par exemple la génération de nos parents avec 10 000 francs par mois pouvait être, par exemple, propriétaire à Paris. Aujourd'hui, avec 2 500 euros par mois, c'est-à-dire 15 000 francs, on ne peut pas être propriétaire à Paris. Et pourtant, notre génération ne se rend pas compte de ça. Oui, tout à fait. On est face en fait à une paupérisation du peuple français qui a le dos large, hein. J'en discutais avec deux personnes que j'ai croisées ce matin en sortant de la messe, et je leur disais, mais vous savez, la révolution russe, qui est en gros la même démarche des mondialistes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont abattu les monarchies les unes après les autres. Monarchie française, monarchie européenne, monarchie russe, ils sont même jusqu'à la chinoise, hein, la révolution c'est la même. Chaque fois qu'il y a eu des révolutions, il y a globalement des concepts idéologico-politiques qui sont mis en place. Okay, en Russie, ça a tenu que 80 ans. Parce qu'au bout de 80 ans, le pays était laminé. Il n'était pas appauvri, ils étaient tous en train de crever de faim, crever la gueule ouverte. Donc il y a eu un sursaut des Russes au bout de 80 ans de laminage de leur pays, et ils se sont repris en main après la décennie Yeltsin, 91-2000. Et qui est arrivé en 99? Poutine. Et quand il est arrivé, il ne faisait pas le fier à bras, Poutine, hein, parce que le département d'État américain s'était même installé sur la place rouge. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a mis du temps à se dégager en fait de ce travail qui est un travail de décennies. Et nous en France, ça va pas être coton, parce que si ça a duré 80 ans chez les Russes, qui étaient soviétiques et qui sont maintenant redevenus russes, simplement russes, nous la République, ça fait 233 ans qu'elle est installée. Et la France était la première puissance mondiale au XVIIIe siècle. Donc ils ont pris le contrôle de la première puissance mondiale à l'époque et ils se sont gavés de sa vitalité depuis 2 siècles et demi, jusqu'à appauvrir son peuple, jusqu'à ce qu'il ne soit plus rien. Et c'est le cas actuellement. Voilà ce qui nous pend au nez. Aujourd'hui, la plus grande pauvreté qu'on a jamais imaginée en France. C'était pas imaginable par rapport aux 15 siècles, aux 16 siècles de transmission patiente de richesse, de savoir-faire, de terre, de génie, d'invention. 16 siècles de transmission. Ça se casse pas comme ça. Et ils le savent. Quand ils ont coupé la transcendance en 89, ils n'avaient pas encore touché aux racines. Ça fait 2 siècles qu'ils essaient de dévitaliser les racines de l'arbre, du chêne. Et là, le chêne va bientôt se casser la figure. Voilà. Mais justement, comment sortir de la République? Comment sortir de la religion de la laïcité aussi? Comment revenir au spirituel? Parce que moi, je le remarque, le blanc aujourd'hui de France, eh ben, est sorti totalement de ce paradigme de Dieu, quoi. Il est sorti de Dieu. Tout à fait. Il faut le dire. C'est malheureux, mais c'est ainsi. On est sorti, il y a eu plusieurs mensonges qui ont été bâtis. Mensonge numéro 1, la laïcité a été inventée par la République. C'est faux. La laïcité a été inventée par Christ il y a 2000 ans. Voilà. Et elle a été encore peut-être même inventée encore avant, dans d'autres vérités révélées, dans d'autres cultures et d'autres civilisations. Primo. Donc ça n'a pas 2 siècles, ça remonte à plus loin que ça. Okay, mais il y a eu plusieurs mensonges. Par exemple, quand on vous dit, bah, écoutez, vous êtes l'individu roi. Non, vous n'êtes pas l'individu roi. Déjà, quand on met roi à ça, on vous place dans une situation d'orgueil, de vice. Non, vous êtes un individu, oui, et vous êtes indivisible. Et on n'a pas le droit de vous diviser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils nous ont placé dans un mensonge qui déjà nous divisait, en nous mettant sur la piste du vice et de l'orgueil. Ok. Deuxième mensonge, vous êtes tous égaux. Ben, c'est pas vrai. On est tous égaux devant la loi à la rigueur, si la loi ne sert pas à l'argent et la franc-maçonnerie. Si vous voyez ce que je veux dire? Si les magistrats ne sont pas corrompus avec la pédocriminalité, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais donc, oui, la liberté, elle n'existe plus. Et donc, il a fallu 233 ans pour s'en rendre compte. La liberté est mensongère. L'égalité tous devant la loi a pu exister à une époque, mais maintenant, elle n'existe plus, ou du moins, elle est moribonde. C'est-à-dire que c'est l'égalité tous devant le fric. Celui qui aura de l'argent pourra aller en procédure, parce que les procédures vont durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il faut de l'argent pour ça. Si vous n'avez pas d'argent, ben vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas de justice, tout simplement. Donc, je rappelle à tous nos amis de la justice, votre saint patron, il est là.
Le saint patron, c'est lui. C'est Saint Louis. OK? Votre justice moderne, il y a eu la justice de Salomon, mais il y a la justice de Saint Louis. D'accord? C'est lui qui a inventé la quarantaine, la procédure judiciaire, c'est lui. Donc tous les magistrats qui se disent, on va dire, appartenir à la même obédience, sachez qu'en fait, votre saint patron, il a 800 ans, 900 ans. OK? Donc revenons aux fondamentaux, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Il y a aussi un souci, c'est les jeunes, les nouvelles générations. On sent que cette nouvelle génération qui arrive est assez soumise aux règles de l'État. On peut le voir avec la crise sanitaire. Moi, j'ai interrogé nombre de jeunes qui me disent: «Ah, mais mes amis de 16, 17, 18 ans, eh ben, croient aveuglément dans l'État républicain, comme ils pourraient croire dans leurs parents, et peut-être même plus». Comment faire pour sortir toute cette génération, parce que c'est eux qui sont l'avenir et c'est eux qui feront quelque chose aussi de ce pays. Comment faire pour les faire revenir dans ce droit chemin, dans le droit chemin de la spiritualité, de la religion, du Christ, de Dieu? Vous avez raison, Mike. La jeune génération, c'est la France de demain. Mais ce n'est pas juste un terme creux que j'utilise là. C'est eux qui seront la France demain, quand vous et moi, nous aurons disparu. Voilà. Et donc, selon comment on les prépare, nous n'aurons pas un pays qui va survivre et une civilisation qui va se transmettre ou pas. La plupart des jeunes de ce pays, vous savez, c'est comme les jeunes enfants, parfois inconsciemment, ils ont besoin d'autorité, de verticalité pour grandir et pour s'épanouir. Oh, cette verticalité, cette autorité a été sabotée par les mêmes élites qui sont en train de saboter notre pays parce qu'ils savaient qu'il fallait en fait rompre la verticalité et l'autorité, hiérarchique ou pas, l'autorité des anciens sur les jeunes aussi, pour la transmission des savoirs, la transmission des sagesses. Sans autorité, vous ne pouvez rien faire. Sans verticalité non plus. Ça ne marche pas. Donc, ils ont saboté tout ça. Ils nous ont mis encore dans une fausse égalité horizontale mensongère. On est tous égaux. Non. Vous avez une personne qui est éminente. Ça fait 40 ans qu'elle travaille sur un sujet. Elle a pris une verticalité de sagesse ou de connaissance. Il faut qu'elle le transmette à son tour. Mais autant faut-il qu'il y ait une notion de maître à disciple. Et la notion de maître à disciple a totalement disparu. Voilà. Mais je suis sûr que beaucoup de jeunes n'attendent que ça. Mais s'ils attendent que ça et qu'ils n'ont pas la capacité encore de le voir parce qu'ils sont simplement bernés par les écrans, voilà, toutes ces choses-là, qui empêchent le cerveau de se former de façon conversive. Vous avez une formation cérébrale qui permet en fait, avant, vous et moi, quand on était en études supérieures, on passait des journées comment dire, à nous focaliser, à nous concentrer sur des thèmes pour les ingurgiter, les enregistrer. Maintenant, en fait, il y a trop d'écrans de partout. Ce qui fait qu'en fait, le cerveau est éclaté. Il est diversif, alors qu'il devrait en fait être conversif et arriver en fait à des notions de synthèse. Et c'est le gros problème des jeunes actuellement, c'est qu'ils sont déjà attirés par ces mensonges. Ce sont des mensonges de connaissance, ce sont des mensonges de savoir, des mensonges de sagesse, des mensonges de j'ai accès à la connaissance absolue juste en cliquant sur un écran. Oui, mais autant faut-il savoir ce que tu cherches, déjà, avant de cliquer sur l'écran. Et pour ça, il faut que des anciens t'en parlent. Qu'est-ce que tu dois chercher, comment tu dois le chercher, les méthodes, toutes ces choses-là. Et donc, pour les sauver, il va falloir que, on fasse le dos rond, c'est-à-dire que moi et toute l'organisation qui va se créer autour, nous fassions preuve de patience, de méthode, d'organisation, et que les anciens, qui eux ont parfaitement compris ce qui se trame, utilisent leur capital de réseau, leur capital de sagesse, de connaissance, leur capital aussi financier, bien sûr, pour structurer un réseau d'accueil, un réseau de réarticulation, un réseau de réorganisation au cas où tout s'écroule. Je ne suis pas certain, je ne vais pas avoir de propos apocalyptiques ce soir, je ne suis pas certain que ça va s'écrouler, ça pourrait, mais même les prophéties, même l'Apocalypse de Saint Jean, on n'en maîtrise ni l'intensité, ni la temporalité. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir un gros problème, mais on ne sait pas encore comment. Donc ce qu'il faut faire simplement, c'est se préparer, tout simplement. Il faut faire preuve d'anticipation, de préparation, et pour ça, il faut se mettre au travail. Voilà. Passer les discussions, passer la spéculation, c'est bien. On sait parfaitement dans quelle panade on est. Maintenant, on agit, tout simplement.
est-ce qu'aujourd'hui, on arrive dans le temps, et je vais être spirituel et peut-être même religieux, parce que je trouve que dans nos milieux, le religieux revient. Est-ce que, et d'ailleurs, de plus en plus de gens m'en parlent, dans la rue, dans les manifestations, est-ce qu'on revient dans le temps, et d'ailleurs les Russes en parlent aussi, de Satan, de l'Antéchrist, de son arrivée? Est-ce qu'on est à cette époque? Bah, déjà, commençons par les plus laïcs. Les plus laïcs, relisez Malraux. Qu'est-ce qu'ils disaient du XXIe siècle? Il serait religieux ou il ne serait pas. Parce que Malraux avait, je pense, compris tout l'enfer. L'enfer, c'est quand on est enfermé dans quelque chose. C'est l'enfer. Okay, on porte les fers aussi. Okay, c'est l'enfermement du matérialisme contemporain. La matière nous limite comme des agrégats biologiques. Nous ne sommes pas des agrégats biologiques. Nous sommes des êtres humains avec une dimension matérielle, une dimension spirituelle. Or, si la modernité, on va dire post-89, nous a enferrés justement et enfermés dans un matérialisme et aussi un individualisme, les citoyens ont bien compris que c'est limitant et qu'ils ont un potentiel bien plus puissant. Mais ce potentiel, ils pourront l'exprimer dès lors qu'ils embrassent leur plénitude. Et leur plénitude est à la fois matérielle et aussi spirituelle. Mike, si demain vous avez une hypoglycémie suite à un match de foot, parce que je sais que vous aimez bien le football, vous avez une hypoglycémie. Plus, hein, je suis un peu trop vieux. Voilà, pour le coup. vous tombez sur le gazon, vous tombez de façon inanimée. Votre animus a disparu temporairement. Voilà, votre esprit, en fait, il n'est plus là. Et après, quand on vous met des sels dans le nez pour vous réveiller, on vous réanime. Donc, c'est une question d'animus dans tout ça. Donc, nier la dimension secrète, magique, subtile de l'homme et de la femme comme une dimension spirituelle et matérielle, c'est nous avoir en fait enfermés pendant 2 siècles dans un mensonge. Nous allons en sortir, mais malheureusement dans la souffrance, pour une raison très simple, c'est parce que nous avons tous, je dis bien tous, avons été très orgueilleux. On se pensait capable de créer la vie, on se pensait capable de créer la matière et l'antimatière, toutes ces choses-là. Nous ne sommes que des enfants. En tant qu'humains, nous sommes encore, l'humanité n'est qu'un enfant qui trébuche encore. Et nous sommes très très loin en fait de maîtriser en fait la plénitude de cet univers. Donc voilà, je vous dis ça pour essayer d'élargir un petit peu la perspective. Quoi. Mais je remarque une chose, c'est que parmi les gens qui pensons comme nous, que ce soit spirituel ou sur ce que devient ce pays, ou sur les dérives de ce pays par le progressisme, par voilà, qui est vraiment le bras armé pour le coup du capitalisme. Euh, je remarque que des musulmans, voilà, j'utilise le terme, parle de vrais musulmans, hein, pas les types à barbe ou fichès ou je sais pas quoi, ou les racailles là qui disent des wallah tout le temps. Je parle pas de cela, mais des gens sincères, pensent de plus en plus comme nous. Est-ce qu'il y a peut-être une possibilité d'alliance entre catholiques et musulmans à terme? Moi, je crois que effectivement, ce qui peut sauver en fait les groupes humains, c'est quand ils se réunissent sur des fondamentaux, un socle. Il faut qu'ils retrouvent un socle commun. Bon, on a un socle assez puissant en France. Hein. C'est l'histoire de France qui est un socle vraiment, c'est du granit, c'est très dur. Voilà. Et on peut vraiment puiser toute la ressource, toute l'essence pour se reconstruire et pour rebondir de façon très vitale, très puissante. Mais effectivement, nous avons sur notre sol aussi des compatriotes qui sont d'autres confessions, et pas que musulmans, il y a d'autres confessions aussi, il n'y a Oui, pas bien que le sûr. catholicisme, il y a le christianisme au sens large, bien sûr, il y a d'autres religions. Si la religion est utilisée comme une méthode permettant à chaque être humain de cheminer vers plus de vertu, je dis oui, naturellement. C'est pour cheminer vers plus de vertu. Il faut revenir en fait à ce qui était fondamentalement les religions. Ça servait en fait dans l'équilibre cosmique à savoir si on était dans le vice ou dans la vertu. Voilà. Donc s'ils sont là pour cheminer vers plus de vertu et aussi en prenant en compte l'histoire de la Terre, l'histoire millénaire de cette Terre de France, bien sûr qu'on peut en fait faire des alliances de circonstances conjoncturelles ou structurelles qui permettront en fait de sortir de la planète. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a une convergence spirituelle aussi. Voilà. Sans vouloir prêcher dans l'œcuménisme, qui sont aussi des stratégies des mondialistes pour avoir infiltré les grandes religions,
notamment le Vatican qui est actuellement infiltré, et on le sait, par la franc-maçonnerie qui est elle-même en fait utilisée par les mondialistes, donc l'État profond occidental, parce que le Vatican, le catholicisme, le christianisme, toutes les religions, comme demain la technocratie, comme l'armée, comme différentes choses, sont des réseaux. Ce sont des réseaux. Donc, si vous voulez maîtriser les sociétés, il faut vous maîtriser les têtes de réseau. Voilà, tout simplement. Pour guider, en fait, avec ces têtes de réseau, comme des grandes manettes et un grand écran de contrôle, vous dirigez, en fait, la dynamique de tout un espace humain. Et ici, on parle de l'espace humain occidental aujourd'hui, qui n'est plus global, tout simplement parce que les Russes ont commencé à reprendre leur autonomie, voire bientôt leur indépendance par rapport à cet espace humain. Ils se sont dit non, nous, on n'en veut pas. Et les Chinois sont en train de faire pareil, et les Saoudiens sont en train de faire pareil, et les Brésiliens sont en train de faire pareil. Bref, on est en train d'avoir en fait un monopole américain qui est comment dire, qui est pas menacé, qui est en train de s'écrouler. C'est même plus une menace, il est en train de s'écrouler. Et donc, par rapport à l'écroulement de cette hégémonie américaine, Amérique, qui, comme je le pense, je le postule, est maîtrisée dans ses pas dans ses arcades, mais dans ses coulisses, par un État profond, donc qui est en fait une alliance d'intérêts actuellement financiers qui tirent les manettes. Voilà. Vu qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie mondiale, ils vont se rétracter sur leur aire d'influence occidentale, donc principalement États-Unis et Europe, principalement. Donc il y a une contraction de tout cet univers. Et en se contractant, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ils vont devoir en fait resserrer les liens de contrôle des populations. Ce qui veut dire qu'on parlait à l'instant d'état de propriété, on parlait de droit de propriété, d'état de droit, différentes choses. Ça va encore plus reculer dans les semaines et les mois à venir. Tout simplement parce qu'il y a une contraction du camp occidental et de l'État profond qui a peur de tout perdre. Et s'ils perdent la France, ben, ils perdent le gros lot, parce que c'est la France, en fait, qui est le point d'ancrage de tout ce monde occidental, tout simplement. Ce n'est pas les États-Unis. Sans la France, ils ne feraient rien. La France est Pourquoi ils ne feraient l'échelon rien? géopolitique majeur de tout leur cirque, de contrôle. Mais justement, pourquoi ils ne feraient rien sans la France? Parce que est-ce que c'est parce que aussi c'est en France que en premier il y a eu cette fameuse révolution, il y a eu ce basculement vers les idées républicaines? Je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez virer SOS Boomer? Parce que lui, il m'énerve. Il dit que c'est la Ah, CIA qui commande Brunet. Alors lui, il est con à manger du foin, je le dis bon, allez. à toute l'antenne, parce que je suis en train de dire justement qu'en fait, on est en train de lutter justement contre l'État profond. D'accord? Qui a pris racine de Ah, façon il est parti, contemporaine. monsieur Boomer. Grand Boomer. Merci, ça nous fait des Tous les vacances. boomers ne Merci. sont pas à mettre dans le même panier quand même, hein. Non, mais là, c'était SOS Boomer. Voilà. Voilà, lui c'est un espèce boomer. Donc, oui, Bref, voilà, là pour revenir on dit qu'on se bat contre eux et les gens ne croient pas encore à ça. Donc, il y a vraiment de l'infiltration de partout. C'est fatigant à la fin, vraiment, c'est très mais fatigant. Mais justement, bref, c'est quand même ça la force des mondialistes, c'est que ils arrivent à infiltrer, alors je ne sais comment, peut-être avec des dollars, des que sais-je, ils arrivent à infiltrer, ils ont les moyens médiatiques, ils ont les moyens institutionnels, ils ont l'ensemble des moyens. Parfois, parfois le pessimisme, moi, me guette, je l'avoue. Comment vous faites, vous, cher capitaine, pour avoir constamment la foi? bah, déjà, bon, la foi, bon, vous avez compris d'où elle vient. Voilà, c'est. Non, mais la foi, Voilà. pas la foi en la religion, mais la foi dans le peuple, la foi dans le pays, la foi dans Alors, le fait de pouvoir je débouter pense ces que toutes les mondialistes. personnes qui ont une religiosité, d'une façon ou d'une autre, seront un petit peu mieux armées par rapport à ce qui va arriver. Je ne dis pas que les autres ne seront pas armés, mais dès lors que vous avez un arbre enraciné, euh, il est un peu moins, on va dire, victime des intempéries, des glissements de terrain, différentes choses. Et ce qui va nous arriver en pleine figure. Bon, moi, à la fois, j'ai du pessimisme de constat. Dans tout ce que je constate tous les jours, je suis très pessimiste, bien sûr. Mais après, je suis un optimiste de volonté, c'est ma nature. Donc, je fais les choses. Je suis fait comme ça. Je ne peux pas l'expliquer d'autre façon. C'est ma nature profonde. Voilà, j'agis. Je préfère agir, réagir, plutôt que rester victime de ce qui arrive. Voilà. L'état de victime m'énerve. Voilà. Les victimes m'énervent, sauf quand c'est pas leur faute, bien sûr. Mais se victimiser, ça m'énerve. Voilà. Bref. Donc, il faut agir pour faire. Donc moi je fais, et ce que j'ai observé en fait, c'est qu'ils nous tiennent par le paradigme monétaire. C'est la monnaie qui tient tout.
Donc, quand les gens vont commencer à s'asseoir et à le comprendre, et à se dire, non, mais attends, en fait, tout est contrôlé autour de moi par ça, par ce petit bout de billet, hein, tout va s'écrouler dans leur cirque. Alors, il faut dire aussi que tous ces satanistes ont envie que ça s'écroule. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train de préparer un grand brasier. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là non plus pour leur faciliter le travail. Parce qu'en même temps, pourquoi peut-être Poutine n'a pas non plus déclenché le feu nucléaire? Parce que peut-être que ça arrangerait beaucoup de satanistes, le feu nucléaire. Vu que ça enverrait un paquet d'âmes dans le brasier tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et un paquet de souffrance. Donc, il est un peu le cul entre deux chaises, le père Poutine, aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Il que peut les pas non mondialistes, plus. Oui, c'est-à-dire que les mondialistes, justement, cherchent cette troisième guerre mondiale. mais ils n'ont pas le culte de la vie. Ils n'ont pas le culte de l'union. Ils n'ont pas le culte de l'humilité. Ils n'ont pas le culte de l'œuvre. Ils sont à l'inverse de tout ça. Ils ont le culte de la division, le culte de l'orgueil, le culte de la peur, et à la fin, le culte de l'anéantissement. Donc, si demain il y avait un feu nucléaire qui se déclenchait, ça serait indirectement au bénéfice de tous ces satanistes. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut y penser. Il ne faut pas non plus leur faciliter le travail de destruction. Donc, ce qu'on fait, et c'est très ingrat et c'est très difficile, c'est restructurer quelque chose, restructurer une alternative à côté. Le franc libre en fait partie. C'est un instrument parmi d'autres. Mais restructurer une alternative pour qu'il n'y ait pas rien. Quand De Gaulle est arrivé en 1944 en France, il n'était pas sûr de son succès, bien entendu, parce qu'il arrivait dans un territoire où il était d'ailleurs condamné à mort, déjà, donc c'était un territoire hostile, la France, pour lui. Mais quand il est rentré, en fait, eh bien, les Français ont eu besoin d'avoir une alternative d'espoir. S'il n'y avait pas eu De Gaulle, bah, il serait resté, on serait tous restés comme les grands vaincus de l'histoire, les grands, on va dire les grands, comment dire, des personnes frappées d'immoralité, frappées d'illégitimité pour des décennies, et ils auraient fait comme avec la France, comme ce qu'ils ont fait avec le Japon, à nous foutre dans la honte, comme ils ont fait ensuite avec les Allemands. Ils ont laissé dans l'opprobre, dans la honte pendant des décennies, ça infiltre encore, ça infuse encore l'esprit des Allemands. Ils sont très comme ça. Donc on le doit à De Gaulle. Mais s'il n'avait pas créé cette alternative, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien eu en 1944. Il n'y aurait eu que des ersatz ou que des créations faites eux-mêmes par les Américains pour faire croire que les Français sont indépendants. Pas du tout. On le sait. Et ils le font actuellement, avec différentes associations, avec différents partis, pour faire croire en fait qu'il y a des alternatives. Mais sur tout le spectre politique et une majorité du spectre dit citoyen, de près ou de loin, ce sont toujours l'argent vient du même endroit. Donc nous, on coupe ce fil de l'argent progressivement et nous allons être notre propre principe. L'argent viendra de nous. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut résister pour redevenir libre. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Bien sûr, il faut résister pour être libre. Vous êtes plus de 2000 après 1 heure de live. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Mettez des pouces, partagez à fond sur vos réseaux sociaux. Cher capitaine, je vois qu'on peut ne compter que sur nous, que Oui. sur le peuple. On ne peut pas compter sur les politiciens, visiblement. Nos amis de l'opposition sont plus nombreux que la majorité. Pourtant, les motions de censure ne passent pas. Donc, est-ce qu'on peut compter que sur nous? Est-ce qu'on peut aussi compter, par exemple, sur l'armée dont vous faites partie? Sur qui peut-on compter? Sur qui les Français? Parce que les Français, aujourd'hui, ils se sentent seuls. Ben, la grande épreuve des Français, ça va être en fait, c'est l'épreuve c'est une épreuve, une grande épreuve. Ça sert à prouver quelque chose. Ça sert à prouver quoi? Si on est digne ou pas de vivre libre. Si on est digne ou pas d'accepter la vérité qu'on nous sert. Si on est digne ou pas d'être souverain. Mais ça ne va pas arriver sur un plateau. Vous n'allez pas commander la souveraineté sur Uber Eats ou sur Amazon. Ça ne se commande pas, ça. Ça se mérite. Ça se mérite. C'est pour ça que sur les pièces, on a mis vérité, liberté, souveraineté, on l'a battu sur les pièces, et derrière, on a mis travail, propriété, mérite. Ça se mérite. Voilà. Est-ce qu'on est encore Donc, les Français vont devoir se retrousser les manches, encore une fois, et je le dis encore une fois, et c'est triste, parce que beaucoup de Français se retroussent les manches depuis des décennies, ce sont des travailleurs. Il y a vraiment du génie dans ce pays, il y a beaucoup de gens très courageux dans ce pays, mais qui ont été abusés.
Ils ont été divisés. Ils ont créé une multiplicité de crèmeries qui empêchaient les Français de se réunir véritablement. Le salut de la France, ça sera dans son union, de tous, sur un socle reconnu de tous. Et c'est pour ça au CSP, au Comité de salut du peuple, on est sur une transversalité, sur une réunion des trois courants métapolitiques français. Quels sont ces trois courants? C'est pas le RN d'un côté, les LR de l'autre. Ils appartiennent tous à la même crèmerie républicaine. Et ils vont tous d'ailleurs sûrement tomber quand cette crèmerie républicaine va tomber. Mais les trois grands courants métaboliques sont la République, c'est sûr, c'est aussi le bonapartisme, l'Empire, et c'est la royauté. Ce sont les trois grands courants métapolitiques français. Tout le reste, c'est de l'écume. La vague, elle est là. Voir, c'est la lame de fond. Voilà. Et vous parlez de se retrousser des manches. Voilà, je vais poser la question, elle est provocante, je le sais. Est-ce qu'on est encore un grand peuple? On le jugera. C'est l'histoire qui jugera. Est-ce que nos aïeux aujourd'hui, quand ils nous regardent de là-haut, ils peuvent se dire, voilà, nous ne sommes pas battus pour rien et nous sommes fiers de nos petits arrière-petits-enfants? Pour l'instant, non. Je pense que pour l'instant, nous ne sommes pas redevenus un grand peuple. Mais on peut le redevenir. Voilà. On n'a pas prouvé on a été mis à l'épreuve, on n'a pas prouvé qu'on était capable, en fait, de nous réunir le plus largement autour de nos. Mais aussi parce que tout ceci a été saboté. Imaginez tout le travail de sape qui a été fait pendant des décennies, quasiment des siècles, pour désapprendre aux Français qui ils sont, tout simplement. Alors que s'ils réapprenaient qui ils sont, mais très rapidement et très spontanément, les unions se feraient autour de bon sens. Et on pourrait en fait travailler ensemble et surtout agir ensemble pour reprendre le contrôle. Donc, je ne pense pas actuellement qu'on était à la hauteur de la première épreuve. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, hein, la première épreuve ratée. On va avoir la deuxième épreuve qui va arriver, et après il y aura la troisième. Et au bout des trois épreuves, on verra des trois portes. On verra, à partir de là, on pourra être jugé. Moi, je pourrais être jugé aussi par rapport à ce que j'ai projeté de faire. Par exemple, derrière moi, vous voyez, j'avais projeté ça il y a 3 mois. Bon, ben, c'est devant vous, hein. Je projette, je fais. Et les gens me jugeront, savoir si Juvingue était un escroc ou Juvingue était quelqu'un d'honnête qui voulait travailler pour les autres. C'est la postérité qui me jugera. Voilà, et le jugement est déjà là, en fait. Hein. Beaucoup de personnes nous rejoignent parce qu'ils commencent à enraciner une confiance dans ce qu'on fait. Et cette confiance est très lourde. Elle nous porte beaucoup parce qu'il n'y a plus du tout de confiance en France. Vous imaginez pas à quel point, Mike, en France, la confiance a été détruite, à tout point de vue. Le recul de la justice, le recul des institutions, le recul du droit. Les gens n'ont plus confiance les uns aux autres. Donc c'est très difficile de recréer, en fait, un outil de confiance. Et tenez-vous bien, un outil de confiance en plus qui touche, après la santé, à ce qui est sacré pour les Français. La santé devrait être sacrée, ben, elle n'était pas si sacrée que ça, on l'a vu depuis 3 ans. Certains s'en foutaient de leur santé. Et tout ça pour aller, ils se faisaient seriner pour ensuite boire des bières en terrasse, ce qui est ridicule. Mais la deuxième chose la plus importante pour les Français, c'est leur épargne, c'est leurs économies, c'est le fruit de leur travail. Et donc là, on touche à quelque chose qui est très, très, très intime et très précieux. Et donc, c'est une grosse responsabilité. Je peux vous dire qu'il y a des fois, je dors bien, mais des fois, je dors pas bien. Hein. Je pense à toutes ces personnes qui sont en attente et qui ont besoin qu'on transforme ça dans quelque chose de réel. Le contrat tacite qu'on a passé avec beaucoup de Français actuellement, c'est de leur dire, bah, écoutez, vous nous faites confiance, cette nouvelle convention sociale, on va vous montrer qu'on va créer toute une infrastructure derrière pérenne qui va en fait faire que cette monnaie va être le grand challenger, le grand challenge. Challenge est un mot moyenâgeux, hein, c'est le challenge. C'est le grand challenge qu'on pose en fait à l'État actuel. Nous ne voulons plus de cet État illégitime et qui est en train de devenir illégal. Nous posons en fait les fondamentaux pour rebâtir un nouvel État. Et l'attribut de puissance numéro un d'un État, dans son expression comme ensuite dans sa plénitude et sa puissance, c'est la monnaie. Une fois qu'on a la monnaie, on a les échanges socio-économiques. Une fois qu'on a les échanges socio-économiques, on a la finance. Et une fois qu'on a la finance, on a le budget nécessaire pour recréer en fait tous les services indispensables de solidarité, mais aussi d'action. Il n'y a pas que de la solidarité, hein. Il n'y a pas que la sécurité sociale dans la vie, hein. Il y a aussi l'action. Il va falloir faire reculer l'État profond. Il va falloir leur J'ai faire une peur. autre question. Euh,
euh, beaucoup de mêmes questions, on va dire. Est-ce que vous travaillez aussi, ou est-ce que vous allez peut-être travailler avec Madame Valérie Bugeaud, qui elle-même a un projet un peu institutionnel, un peu parallèle? Est-ce que, voilà, et elle qui est juriste, est-ce que justement vous travaillez avec elle et ses équipes? Bah, de toute façon, nous, on tourne le dos à aucune bonne volonté. Voilà, toutes les bonnes volontés doivent se réunir. Si tant est que ces bonnes volontés ont envie d'œuvrer collectivement. Voilà. Et il faut pouvoir se dire les choses. Si quelqu'un me dit non, Juvin, tu as mal pensé le truc, tu es dans l'erreur, ben oui, errare humanum est, voilà, l'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur devient diabolique. Voilà, persévéra diabolicum. Donc si Madame Valérie Bugeaud veut tester, on va dire même un comité de réflexion, d'échange, quelque chose de consultatif pour démarrer, pour apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Moi, j'ai son numéro, elle a le mien. Hein. Donc, je veux dire, si l'initiative Franc Libre l'intéresse et qu'elle trouve ça intéressant ou enthousiasmant, elle peut m'appeler, il n'y a aucun problème. Hein. Je décrocherai le téléphone, hein, comme Divisio a essayé de m'appeler, puis m'a plus appelé ensuite. La plupart des gens, en fait, on se contacte. Hein. J'ai déjà eu des échanges avec François Asselineau. J'ai trouvé très bien ce qu'il a fait. Maintenant, on arrive dans une épreuve qui est très différente. Mais justement, pourquoi ces gens-là, comme M. Asselineau, ben, il pourrait y avoir une union, quoi, avec M. Divisio, M. Asselineau, Mme Bugeaud. Et pourquoi on n'arrive pas à la faire, alors que, ben, justement, vous, par exemple, vous souhaitez l'union avec ces gens-là, pourquoi eux, derrière, eh ben, ça leur fait, Parce que bon, peut-être c'est compliqué. primo, peut-être parce qu'ils veulent pas l'union à n'importe quel prix. Ils ont leurs valeurs, leurs principes aussi, et je le respecte tout à fait, quoi. Je pense que malgré tout, c'est assez convergent, tout ce qu'on est en train de faire. Après, moi, je ne suis pas dans leur esprit, je ne suis pas dans leur cœur, et je ne sais pas de qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Toutes les personnes actuellement de l'opposition politique ou citoyenne vont devoir s'adapter à ce qui arrive. C'est pas forcément nous qui créons les conditions de notre réalité. Avec le franc libre, on essaie justement de recréer les conditions de notre réalité. Mais parfois, c'est la réalité aussi qui s'impose à nous. Et là, c'est une réalité qui va être beaucoup plus opérative, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus action. Donc, on va devoir arrêter de papoter en permanence et de faire des usines à gaz spéculatives, projetées sur ce qui serait bien de faire. C'est bien de le penser avant, bien entendu. Mais après, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Et avant de parler de la fanfare ou de la charrue, il faut commencer par les bœufs. Voilà. Donc les bœufs, c'est la monnaie, c'est les rapports socio-économiques. La charrue, ensuite, c'est tous les services qui s'en dégagent. Et la fanfare, c'est tout ce qui est ensuite communication, médias, différentes choses et tous les comités qui pourront se créer d'abord. Donc les bœufs, la charrue et la fanfare ensuite. Il faut Beaucoup revenir de, aux fondamentaux. alors, beaucoup de questions sur votre sécurité. Ah, Oui, énormément de questions, parce que, voilà, il faut dire les choses, hein. Quand on ah, lance une monnaie, derrière, les ennemis se font, et les ennemis de l'État, enfin, les ennemis venant de l'État. Euh, ah. Est-ce que vous êtes en sécurité actuellement? Est-ce que vous avez eu des menaces? Comment vous le vivez, ça? Euh, Est-ce que vous êtes obligé, Pour par exemple, de l'instant, déménager tous les soirs, quelque part? bon, si vous Comment ça voyez se un point passe? rouge sur mon front, dites-le moi. Hein. Bon, je le verrai parce que je suis en Pour l'instant, il caméra. n'y a Quoi. pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Euh, très honnêtement, j'ignore à ce stade euh, pourquoi j'ai pas été plus menacé que ça. J'ai été menacé de mort, on va dire, sociale et économique, ce qui reste encore gentil, mais j'ai pas eu d'autres menaces que ça, pour l'instant. Donc, j'ignore honnêtement ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils estiment que c'est pas si important que ça par rapport à leur plan, que tout ceci est epsilon par rapport à l'horreur qu'ils sont en train de préparer. Voilà. Et que finalement, on n'arrivera pas, on n'aura jamais le temps, en fait, de retarder, de bloquer leur plan. Peut-être qu'ils pensent ça aussi. Très honnêtement, Mike, je l'ignore. Donc, j'essaye dans mes déplacements, oui, de jamais prévoir ou pas trop prévoir où je vais être quelques jours à l'avance. Voilà. Donc, c'est très compliqué de monter des conférences. C'est très compliqué de confirmer sa présence à tel et tel endroit parce que je dois de plus en plus, en fait, changer mes plans tous les 2, 3 jours. Voilà. Donc, c'est une routine. Hein. Je mets en place une nouvelle routine où je communique assez peu, même à mes proches, où je vais être dans les 2, 3 prochains jours.
Dès que je rencontre des Français pour souscrire des francs libres, je les compte, enfin, je leur envoie une vidéo 3 jours avant et je leur envoie un SMS. On leur envoie un SMS quelques heures avant pour leur dire où est-ce que je serai pour faire la souscription, pour retarder un peu le travail, on va dire. Mais voilà, il ne faut pas être sédentaire. Dans ce genre de combat, il ne faut pas avoir des habitudes, le moins possible. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, ouais, vous pouvez être tracé par ça. Bien sûr, on peut être tracé en permanence là-dessus. Mais quand on est tracé, ça ne veut pas dire qu'ils vont savoir où est-ce que vous allez être dans 3 heures. C'est ce que je veux dire. Donc pour ça, il faut des équipes, faut de la planque, il faut différentes choses. Donc ils peuvent mettre en place des assassins, j'en sais rien. Peut-être qu'ils le feront, peut-être. Mais vous n'avez pas peur de ça, d'être assassiné? Si, peur, non. La probabilité d'un assassinat est possible, parce qu'ils en ont assassiné d'autres. Hein. Oui, Voilà. Hein. il faut dire Par les choses. exemple, Claire Sévrac, moi je pense que c'est un assassinat, tout simplement. Je pense que c'est un assassinat. Et d'autres ont été assassinés aussi. Quoi. Donc ils peuvent le faire, dès lors que ça gêne leur plan. Là, oui, on est en train de gêner leur plan, puissamment. Donc c'est pour ça que je dis à la plupart des Français, plus on va vite, et plus en fait ça va les gêner, et plus en fait ça va dépasser en fait leur capacité de rétorsion. C'est ça le truc. C'est plus on va vite, en fait c'est une question d'agenda. Il faut aller très vite sur ce terrain. Si on est lent, si on est sédentaire, ils nous flinguent et ils nous rattrapent. Et ça devient compliqué. Alors que si une dynamique est très rapide et quasi exponentielle, c'est très dur à arrêter. Surtout quand ça devient ensuite une dynamique sociale derrière, avec un peuple derrière, des rapports qui se mettent en place de partout. Donc dès qu'on va mettre en place les différentes caisses partout en France et qu'il va y avoir une autonomie qui va se gérer, là ça va être compliqué en plus à tomber parce qu'on va aussi conseiller, on va apporter des conseils à toutes ces caisses et tous ces comités qui vont se mettre en place pour qu'ils puissent gérer leur sécurité aussi à eux aussi. Voilà. Donc oui, oui, bien sûr, je pense à ça, mais après, bon, Mais est-ce que, par ça exemple, dépend, je vais vous dire, Mike, ça dépend en fait de ce en quoi on croit. C'est pour ça que les personnes qui ont une religion, et je l'ai compris parce que j'ai pas été athée dans ma vie, mais je croyais en Dieu sans avoir eu de religion. Je me suis converti en fait il y a un peu plus d'1 an, voilà, 1 an et demi. d'accord. Ah, Avant je l'étais pas. ok. Et j'ai compris en fait la force des gens qui ont une religion. Je l'ai compris en le devenant. Voilà. Euh, donc si vous croyez en quelque chose, si vous croyez en lui, simplement, c'est lui qui permet ou qui interdit les choses. Voilà. Mais Alors après, justement, quel est le point de bascule? ça n'empêche pas d'avoir un bon gilet pare-balles, voilà, un classe 3 voire un classe 4 pour ceux qui Oui. connaissent, voilà, ça n'empêche pas tout ça. Pour, on va dire, retarder le travail des obscurs, le travail de l'ombre, bien sûr, pour les empêcher de faire, mais dans certaines dimensions, les choses se font et se défont en un claquement de doigts. Quoi. Très peu Ben, de choses. tiens, ben, Et les obscurs le savent. Voilà. ça, pour la conversion, j'étais pas au courant. Comment c'est venu quel a été le déclencheur? Bah, écoutez, moi très simplement, certains le savent ici et ils continuent à m'insulter, à me vomir dessus, peu importe. Oui. Moi, j'ai toujours été depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi dans une famille relativement. Ma mère est catholique, mais elle pratiquait assez peu. Donc, j'ai eu plutôt un environnement familial plutôt athée. C'est ce que je veux dire. Donc, ça m'a pas invité à devenir moi-même en fait, à pratiquer en fait. J'ai pas eu de pratique religieuse régulière, mais j'ai toujours eu une recherche en fait de compréhension de symboles. Voilà. Et donc en fait, après, j'avais pas de religion, même en intégrant Saint-Cyr, en devenant officier. À 30 ans, les francs-maçons m'ont approché et donc par cooptation, ils m'ont fait rentrer dans la maçonnerie. Donc j'y suis resté 7 ans. Donc la Grande Loge nationale de France, GLNF, au rite français pour être précis. Donc j'ai vu de l'intérieur comment ça se passe. Donc j'ai été apprenti puis compagnon. Je suis jamais passé maître. Et je me suis barré en fait au bout de 7 ans parce que moi je recherchais Dieu. Voilà. Et je ne l'ai pas trouvé en loge. Voilà. Et donc, j'ai compris à ce jour-là qu'il y avait quelque chose qui manquait dans tout cet environnement, sans avoir vraiment compris de quels étaient les ressorts de la maçonnerie. En fait. Je ne les avais pas encore compris encore, il y a assez peu de temps. Et quand ensuite j'ai été un membre de ma famille que je salue ce soir, elle se reconnaîtra, elle est à Marseille, a retrouvé ma route par l'engagement citoyen et politique, et bien en fait elle-même a été catholique et elle m'a préparé en fait au baptême, puis à la communion, tout simplement.
Et donc, il a fallu, il y a eu voilà, plusieurs mois de travail, de préparation. Et ensuite, j'ai estimé que c'était une évidence par rapport notamment à la dureté et à l'âpreté du combat qui allait arriver. J'étais pas catholique quand j'ai eu l'inspiration des cavaliers, l'Apocalypse. J'étais pas catholique. Mais pourtant, c'est une inspiration qui m'est venue. Il m'a dit, il va se passer ça, ça, ça et ça. Je sais pas d'où ça venait. Et j'ai même commencé à voir, mais c'est quoi l'Apocalypse de Saint Jean? L'inspiration venait, je savais même pas pourquoi. Voilà. Après, j'ai compris pourquoi. Voilà. Mais en devenant catholique. Voilà. Et Et maintenant, en quoi, je comprends que justement, c'est une force importante pour faire reculer aussi les obscurs et relativiser la peur. Les gens ont peur de mourir, les peurs de ceci. Bon, quand on a la certitude en fait de la vie après la mort, voilà, on sait que c'est une étape nécessaire, que c'est une expérience nécessaire et que c'est un chemin nécessaire, c'est tout quoi. mais là, ce soir, vous vous livrez, parce que là, des informations que vous m'avez données, j'étais pas au courant. La franc-maçonnerie, le baptême, je n'étais pas au courant. Mais là, du coup, en quoi ça vous a changé la religion, la croyance, la spiritualité? Bah, ça m'a fait en fait comprendre, ça m'a apporté une grille de lecture supplémentaire. On va dire, il y a le micro, le macro, le méta. Ok. Le micro, c'est par exemple, je vis en République. Ok. Le macro, c'est je vis en France depuis, mettons, des siècles, ce qui se passe. Et le méta, c'est comment a été fondée la France. Par quoi a été fondée la France, par quelle force de l'esprit ont aussi contribué à fonder la France. Voilà. Et quand vous avez une méta-grille de lecture, ça vous permet de mieux comprendre en fait ce qui est de l'ordre de l'écume, de la vague ou de la lame de fond. Voilà. La lame de fond, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Voilà. Et ça, c'est la grille de lecture, on va dire spirituelle. Pas forcément religieuse, mais spirituelle. C'est elle qui prévaut en fait. Et ça m'a permis en fait d'avoir une vision eschatologique de ce qui se passe. Donc en fait, de joindre les connaissances que j'avais historiques, géographiques, géopolitiques avec une sensibilité derrière spirituelle et eschatologique pour bien comprendre en fait aussi la psychologie, la mentalité de ces élites qui sont acquises en fait à cet ordre de valeurs ancien. Cet ordre de valeurs ancien, c'est à droite les vertus, à gauche les vices et au centre l'équilibre. Et eux, ils sont à la gauche des choses, dans le vice absolu. Ils sont dans le mal. Ils sont dans le chatam, ce qu'appellent les musulmans le chatam, c'est-à-dire l'ombre. Ils sont dans le diabolos, ce qu'appellent les Grecs, le diable, ils sont là-dedans. Voilà. Et pour les combattre, pour exorciser tout ça, il faut partir à droite, dans les vertus. C'est la seule chose à faire. Mais après, il ne faut pas non plus se détourner du combat. Et Bien sûr. je rends hommage à des personnes qui m'ont fait de jolis cadeaux. J'en profite. Un monsieur qui s'appelle Stéphane Dervaux, qui m'a offert ce bouquin. Merci à lui. Donc j'en profite, c'est un petit clin d'œil. ABCDR des qualités et des vertus d'un guerrier pacifique. Je ne suis pas certain d'être pacifique, mais je vais le lire. Et encore, ce bouquin que j'avais lu à Saint-Cyr, L'art de la guerre. Voilà. On est en guerre. C'est la guerre des États profonds contre les États-nations. Donc il va falloir qu'on se batte. Il Mais va ce falloir qui qu'on est se beau batte. avec le Très-Haut, c'est que on peut le voir à tout âge. Et en réalité, et c'est pour ça que je suis toujours triste quand des gens me disent ah mais je suis athée. Ça me rend toujours malheureux. Hein. Bon, moi, je suis pas prosélyte à forcer les gens à croire ou pas croire, mais ça me rend malheureux parce que quand on est jeune, à la rigueur, on s'en fiche, mais vient un moment dans sa vie où, la croyance est un apport, et puis deuxième chose, il y a ce que vous avez dit, la vie après la mort, et que des gens ne croient pas dans la vie après la mort, ils croient essentiellement des choses très terre à terre, moi ça me rend triste. Et vraiment, je suis. Et le fait que vous disiez qu'il y a un an, vous avez pris Un le an et demi. baptême et la communion, je trouve que c'est un très beau message, et c'est un beau message d'espoir déjà. Et c'est important que les gens qui nous regardent comprennent aussi cette transcendance qui n'existe plus. Et peut-être même que c'est parce qu'on n'a plus de transcendance qu'on est devenu un peu plus mou aussi. Bah, disons que tout est consubstantiel. Des personnes vivent totalement dans l'esprit et ils en oublient d'être des humains. Nous sommes des humains, nous sommes matérialisés. Donc si on est matérialisé, c'est bien pour quelque chose. Et c'est pour ça que c'est à la fois le poids, le fardeau, mais c'est aussi la beauté et le secret de l'être humain. C'est qu'au milieu de tout ça, en fait, il est fait de matière et d'esprit.
Donc, il est aussi guidé par les règles autant de la matière que de l'esprit. Et il doit se frayer un chemin dans cette équation, selon cette équation qui est une équation délicate. Est-ce que justement, le franc libre, c'est votre mission? Dit voilà, c'est ma mission, c'est de réussir à sauver ce qui peut être sauvé, et puis après peut-être créer quelque chose. Le franc libre est une arme. Le franc libre est une arme. Voilà. Donc maintenant, on va dire les choses, et comme ça, on ira envoyer paître un petit peu tous les haters et les trolls qui sont encore dans ce fil. Le franc libre est une arme dans le cadre de la guerre économique et financière, qui est une dimension de la guerre que nous devons mener contre l'État profond pour que la France redevienne libre. Voilà. Donc ma mission, eh bien, c'est simplement d'être utile aux autres. Voilà. Donc je fais usage de toutes les vertus que je pouvais avoir, ou de tous les talents naturels que je pouvais avoir, ou des talents ensuite que j'ai développés plus tard. J'en fais usage au quotidien pour essayer d'aider mon prochain, et sur cette terre qui m'a vu naître, et qui a enfanté cette civilisation, et qui enfante notamment la langue que nous parlons aujourd'hui. Mike, vous et moi, on parle le français, nous sommes français sur la terre de France. Voilà. Et donc revenons en fait à ce qui a fait la grandeur de ce pays, la grandeur de cette nation, enviée du monde entier. Enviée du monde entier. Donc redevenons ce que nous avons été. Voilà. Et arrêtons de nous victimiser, arrêtons de nous faire croire que nous ne sommes rien. Et ils le savent. Ils savent parfaitement, en fait. Il y aura une clé de compréhension pour beaucoup de nos auditeurs dans la pièce d'or qui sera battue à horizon décembre. Cette pièce d'or, en fait, reprend en fait la géométrie sacrée de ce pays. Ce pays est au milieu d'une géométrie sacrée. Il a un sens particulier. Voilà. Vous le verrez en fait sur le revers, la face du 1000 francs libres or Saint-Michel que nous allons battre d'ici la fin de l'année. Voilà. Eh ben justement, pour en revenir aux francs libres, avez-vous quelques billets là peut-être à montrer, oui. Peut-être parce que je vois qu'il y a beaucoup de technologie derrière, comme mine de rien. C'est pas. Oui, bien sûr. Alors bon, je peux vous montrer effectivement. Allez-y. Quand on prend mon saint patron à Saint-Cyr, Napoléon, voilà. Donc le Napoléon ici, qu'on voit ici. Donc vous avez en fait, vous pouvez voir ici, attends, je vais me rapprocher la caméra. Vous avez ici blanc, blanc. Vous voyez pas la différence. Quand vous le passez en fait, excusez-moi, vous le passez, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous le placez ici en fait en blue light. Bon, on le voit assez peu parce que c'est compliqué par caméra ici. Ici, on a mis en fait une encre UV. Ici. On a mis une double numérotation là et encore ici. Voilà, ici. Et là, vous avez en fait un micro-lettrage ici où il y a marqué Banque de France Libre, en tout petit. Vous avez donc une bande holographique ici, également. Et vous avez en fait ici encore une encre ici thermoréactive à 27 degrés. Quand vous frottez en fait cette partie-là, le symbole disparaît. Et il réapparaît ensuite quand la température baisse. Donc en fait, on a mis ce qu'on appelle des papiers de sécurité. Voilà, on a mis le maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de papiers de sécurité dans cette première génération de francs libres. Nous avons 20 millions de francs libres actuellement en caisse qui ont été produits, prêts à être distribués. Et nous devons maintenant en produire au moins 500 millions d'ici décembre pour en fait anticiper la montée en puissance autour du franc libre. Voilà. Donc, et après, nous allons. Le franc libre est infalsifiable. C'est-à-dire que moi, demain, avec ma photocopieuse, je n'arriverai pas à produire du franc libre. Peut-être que vous pourrez en produire quelques billets avec difficulté, mais on a acheté ici un papier qui est par exemple imputrescible. Vous mettez de l'eau dessus, ça ne se pourrit pas. Donc vous pouvez mettre dans votre jardin, le franc libre sera toujours là. Il ne pourrit pas. Voilà. Il ne pourra pas être mangé par les vers non plus, voilà, parce qu'ils n'aiment pas trop le papier technique comme ça. Et il est. On ne peut pas le déchirer. Indéchirable. Il est indéchirable. Donc, alors, il y a encore des gens qui sont des pisse-froids et des râleurs professionnels qui m'ont dit « Ah, mais vous avez acheté ce papier en Allemagne ?» Je suis désolé, la France ne produit plus de papier. Donc, comment on fait pour produire des billets si la France ne produit plus de papier de sécurité? Donc, on est allé voir ACFA, et c'est ACFA qui produit ces papiers-là, qui servent d'ailleurs à la livre sterling. Voilà. Donc, vous retrouverez le billet de 5 livres, je crois que c'est le 5 ou le 10 livres sterling, je ne sais plus. Je crois que c'est le 5 livres sterling, et fait dans ce papier, pour votre information.
Donc c'est du très sérieux, voilà. C'est pas. C'est du sérieux et ça va être encore plus sérieux dans 3 Voilà. mois. Là, c'est la première génération. On a fait beaucoup de choses qu'on appelle sur étagère, on D'accord. shelves. On ne pouvait pas faire différemment parce qu'il fallait être très rapide. 3 mois, c'est rien en termes industriels pour produire des choses. Donc, on a acheté le plus gros stock européen de papier, on l'a acheté. Il n'y avait plus de stock derrière. On a tout acheté en fait. Il n'y en avait plus. Et derrière, en fait, là, on est sur du papier qui fait 120 microns d'épaisseur, donc qui est relativement encore épais. On va passer en train de faire des tests là sur du 90 microns. Donc là, on aura vraiment une qualité super. On va augmenter encore le travail sur l'hologramme ici. Il y aura des hologrammes spécifiques dans chaque billet. Bref, on a encore un travail d'amélioration de la série des billets pour décembre, encore. Mais cette première génération-là est en circulation et elle sera très difficilement falsifiable. Et d'ici décembre, donc il y aura 500 millions de francs libres déjà. Ouais, voire plus. Ouais. On Voire va plus. voir plus pour anticiper. Globalement, le calcul est simple, Mike. Imaginez, on est 68 millions de Français. OK? Bon, sur le territoire actuellement en France, je ne sais pas combien de personnes sont sur le territoire. Il y a 68 millions de Français, il y a des gens qui sont expatriés, qui payent dans d'autres devises, et il y a des gens qui sont sur le territoire, et on ne sait pas forcément combien, parce que le ministre de l'Intérieur ne sait même pas combien il y en a sur le territoire, hein, tellement il y a d'immigration non contrôlée en France. Mais bon, imaginons qu'il y ait 60 millions de personnes en France qui échangent du billet en permanence. OK? Imaginez qu'ils sur 30 jours glissants, ils échangent l'équivalent de 1 000 euros. Voilà. Pour peser, c'est comme s'il y avait au moins 60 milliards en circulation. Voilà. Donc les 500 millions ou 1 milliard de francs libres à horizon décembre ou mars seront peu de choses par rapport à la prééminence de l'euro en face, notamment en France en circulation. Mais l'objectif est de monter en puissance progressivement et en volume pour que progressivement, en fait, l'État français perde la vision et le contrôle permanent de ce qui se passe entre Français qui échangent en francs libres. Donc, le franc libre ici, c'est une simple application où il n'y a rien qui est stocké sur le téléphone. Tout est en fait stocké sur des serveurs qui sont en Chine et en Russie. Voilà. Bonjour, l'État français. Voilà. Donc, bien sûr, ça passe par les réseaux, bien entendu, mais c'est comme si vous vous connectiez à distance en Chine pour savoir quel est votre numéro, ce que vous avez en crédit sur votre compte. Voilà. On a fait ça exprès pour qu'il n'y ait rien qui traîne sur les téléphones et que les Français soient en sécurité. Voilà. Donc, tout est fait sur des serveurs cryptés. Il y a une clé de cryptage en 2048. Voilà. C'est une clé de cryptage assez lourde. Voilà. Il faut commencer à avoir des ordinateurs quantiques pour la casser. Et il faut en plus faire un raid informatique dans un territoire étranger, ici la Chine ou la Russie. Bon, bonne chance, hein, comme ils disent dans le film de Luc Besson, bonne chance. Alors, est-ce que, alors j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que le franc libre est aussi une arme contre l'inflation? Alors, ça sera réévalué à partir de décembre. Parce que vu qu'on va mettre du collatéral métallique, or, argent, et du collatéral aussi en foncier qui va en fait garantir le franc libre, comme le faisait traditionnellement l'État français. L'État français avait un parc foncier et avait des réserves d'or qui devaient être une contre-garantie à sa propre monnaie. Mais prenez aujourd'hui l'euro, on a 3 000 milliards de dettes en France bilan, alors je ne vous parle même pas du hors bilan, c'est peut-être 4 000 ou 5 000 milliards, c'est affreux. Vous avez 2 500 tonnes d'or, présupposément, on n'est même pas sûr que l'or soit toujours présent dans la souterraine. J'aimerais en avoir confirmation quand on entend Macron qui veut filer notre or, soi-disant pour aider l'Afrique, en fait pour le vendre ensuite aux banques américaines, on a compris, et que vous avez JP Morgan qui s'installe à 2 encablures de la souterraine de la Banque de France. Je le sens pas cette histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait qu'il y ait un audit de la Banque de France pour qu'on s'assure que les Français aient toujours 2500 tonnes d'or en caisse, parce que si demain on se réveille après la famine, après la guerre et qu'on n'a plus rien, ça va être encore plus difficile pour repartir, si vous voyez ce que je veux dire. 2500 tonnes, ça pèse pas grand-chose, ça pèse que 150 milliards d'euros actuellement, mais on en aura besoin un jour, parce que ce sera la seule garantie. Quand tout va s'effondrer et que l'Empire occidental, maîtrisé par les Américains et par l'État profond derrière, va s'effondrer, en fait, du fait de révoltes qui peuvent devenir des révolutions, eh bien là, on va devoir faire l'audit. On va devoir voir ce qui reste en caisse. Et là, je pense qu'on va avoir des sacrées surprises.
On va voir autant des surprises à la Banque de France dans ce qui reste en caisse. Est-ce que les 2500 tonnes sont toujours là? Que aussi dans tous les couloirs qui sont de l'Élysée, qui partent à l'Assemblée nationale et ailleurs, et avec toutes les petites pratiques noctambules de ces élites totalement déconnectées du bon sens, si vous voyez ce que je Alors, veux dire. bien sûr, alors j'ai une question qui revient par dizaines. Il y a écrit que vous demandez le numéro de sécurité sociale. Alors, expliquez Oui. un peu le pourquoi. Bah, très simplement. Bon, primo, on n'est pas en train de construire une anarchie. On est en train de reconstruire un État. Donc un État, ça s'organise. On n'est pas là pour créer la chienlit, le bordel. Donc, nous, on ne veut pas se tromper. Entre Camille Claudel numéro 1 et Camille Claudel numéro 43, on veut être sûr que Camille Claudel numéro 1 qui a mis 200 balles, il est bien 200 balles et pas 3000, comme Voilà. Camille Claudel numéro 43. Donc, on peut C'était demander à logique, mais chacun. bon, comme il y a Non, dizaines de personnes qui le non, mais demandent, laissez-moi bien le réexpliquer parce qu'il me casse les noix toute la allez-y, journée. allez-y. Donc, on peut vous demander votre date de naissance, bien sûr. Mais sachez que votre adresse postale change, votre numéro de téléphone change et votre courriel change. Donc, comment on sait qui vous êtes à part ça? Comment on sait? Donc, on n'est pas en train de vous fliquer à vous demander votre carte d'identité et votre passeport, on n'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais offrez-nous au moins une capacité pour nous de distinguer en fait qui est qui. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et donc, dans ce C'est cas-là, ça va vrai, mais devenir un joyeux bordel. On ne peut pas s'en sortir sinon. l'État ou peut-être la société a rendu les gens tellement méfiants que des fois, pour des banalités, ils ont l'impression qu'il y a du flicage ou que sais-je derrière. Bon, C'est après, hallucinant, je peux quoi. vous dire que bon, ça reste quand même marginal. C'est-à-dire que sur 4000 ouvertures de compte, enfin 4000 commandes de compte actuellement, on a peut-être 3 personnes ou 4 qui ont dit bah, je veux pas de francs libres parce que vous demandez ma sécurité sociale. Je veux pas. Donc ça fait 1 pour 1000. C'est ce que je veux dire. Bon, c'est pas non plus énorme. Et peut-être, on a eu peut-être, actuellement, d'avoir 5 ou 6 demandes de remboursement de différentes sommes, 100 euros, 1000 euros, différentes choses. Parce que les gens ont peur. Donc nous, on rembourse, on n'a pas de problème. On n'est pas là pour prendre l'argent des gens et se barrer aux Bahamas, on s'en fout. Quoi. Voilà. Voilà. En gros, c'est 1 pour 1000. Donc ce qui veut dire qu'il y a l'extrême majorité, la première communauté qu'on a bâtie autour du franc libre va être une communauté qui va être très solide, très homogène, et qui a accepté en fait d'avoir confiance, de mettre de la foi dans ce projet. Et donc là, on est face vraiment à une communauté qui a des fondamentaux très sains pour continuer. Est-ce que vous avez des objectifs là, peut-être, de gens qui vont donner, qui vont acheter des francs libres? Là, il y a eu 1 million. Est-ce que vous avez des objectifs de 2, 3, 4, 5 millions à terme? Ben, l'objectif, en fait, c'est un objectif pour l'instant technique. Nous avons actuellement 3 programmeurs dans l'équipe qui sont en train de travailler sur ce qu'on appelle le back-end et le front-end. Le back-end, c'est la gestion programme du serveur. Et le front-end, c'est ce que vous avez sur votre téléphone quand vous cliquez dessus. Voilà. On a un 3e programmeur qui est en train de travailler sur le bon coin du franc libre, qui va en fait une communauté qui va permettre d'être une place de marché où toutes les personnes pourront acheter en franc libre dessus ou vendre en franc libre. Et ça va permettre en fait aux personnes qui se disent, mais ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais comment savoir qu'il y a des francs libres autour de nous? Ben, je lui dis, c'est très simple. On va créer une place de marché en franc libre. Et donc, en fait, elle est en train d'être programmée. Donc, ce sera le bon coin du franc libre qui va pas tarder à arriver d'ici peut-être 15 jours. On est un peu en retard, j'en suis désolé. Et qui là permettra en fait aux citoyens de se connecter les uns aux autres via des petites annonces. Vous voyez? Je vends des cours de maths, ou je vends mon étendoir, différentes choses, bref, ou je veux acheter une jante de bagnole, vous pouvez le faire en franc libre. C'est possible. Et les gens, en fait, ont déjà leur numéro de compte là-dessus. Voilà. Ils ont juste envoyé leur numéro de compte, ils se font des virements entre eux, et c'est à ce moment-là où les gens vont dire putain, je peux acheter quelque chose avec. Ouais, l'objet est là. Ça, et là, ça part. Et là, ça part. On part en fait de 4000 comptes, on peut vite monter à 50 000, 100 000 et plus. Et donc, pour anticiper cette montée en puissance où déjà on a du mal à ouvrir 50% des comptes sur 4000, il va falloir qu'on commence à déléguer avec des outils informatiques. On est obligé. Donc, on est en fait en train on est en train de tout recréer de zéro. On est en train de programmer en fait un outil de contrôle des administrateurs. Moi, par exemple, je suis administrateur actuellement du franc libre. Voilà.
ben, il y aura un outil qui contrôlera tout ce que j'ai fait, tous mes faits et gestes en temps réel, pour s'assurer que je n'ai pas fraudé, tout simplement. Et toutes les personnes à qui on va déléguer, on va me donner un pouvoir pour créer des comptes ou modifier des comptes, on pourra savoir en temps réel ce qu'ils font eux, pour s'assurer ensuite qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que l'art de la délégation, c'est intéressant, on l'apprend à Saint-Cyr, on l'apprend dans les écoles militaires, mais cet art demande de la méthode et demande surtout des outils de contrôle. Donc on est en train de mettre en place des outils de contrôle qui vont permettre ensuite la montée en puissance du système franc libre, tout simplement. Alors, comment on peut acheter du franc libre aujourd'hui en allant sur le site franc Ouais. libre, ça? Bah, je vais vous montrer. Allez-y. Alors, donc là, je vous montre en fait les courriers que j'ai reçus aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sont des chèques qui nous étaient envoyés au square de la Tour Maubourg à Paris. Donc, les chèques peuvent être envoyés là-bas. On reçoit aussi des virements sur le compte en banque. Alors, les gens n'ont pas encore compris en fait qu'on crée un système alternatif. Donc, il n'est pas connecté au système financier. C'est ce que je veux dire. Donc, vous ne pouvez pas envoyer un virement de votre banque Crédit Agricole à votre compte franc libre, vu que c'est indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est là, en fait, pour le convertir sur notre système, qui, comme ça, si le système financier s'écroule, vous avez un truc qui est toujours là, qui est indépendant. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si on mettait en place un intermédiaire qui vous permet de balancer votre euro en autre chose. Voilà. Donc, les citoyens, et pas que les citoyens français, parce qu'on a aussi des Belges, on a des Suisses, on a des Canadiens, on a des Mexicains, enfin, on a plein de personnes qui en achètent, Cambodgiens aussi. Ils peuvent aller sur www.le-franc-libre.fr, voilà, et ils pourront aussi consulter leur compte soit sur l'application, ils peuvent télécharger sur Android, on n'a pas iPhone pour l'instant, voilà, ou aller sur www.banquedefrancelibre.fr. Voilà, banquedefrancelibre.fr. Et là, ils peuvent en fait consulter ensuite leur compte, tout simplement. C'est intéressant parce que d'être comme le site Géopolitique Profonde qui, eux, militent pour la débancarisation aussi. Ça veut dire que de plus en plus de gens qui sont du milieu financier se disent voilà, il faut sortir de ce système. Voilà, il faut se débancariser, il faut prendre du franc libre. J'invite Voilà, d'ailleurs les auditeurs à visionner un film que j'ai visionné il y a 2 jours. C'est un ami gilet jaune qui me l'a conseillé, qui s'appelle La monnaie miraculeuse, qui est l'expérience en fait d'une monnaie autonome lancée dans le village de Vorgel en Autriche en 1933, en pleine montée du national-socialisme, parce qu'il y avait la montée du national-socialisme en Allemagne et en Autriche à cause de la misère. Et les banquiers s'en foutent que vous soyez pauvres ou riches, ils en ont rien à faire parce que eux ils sont riches, ok? Les banquiers sont eux qui à la fin ont poussé la justice autrichienne à condamner le bourgmestre, donc le maire du village, qui avait lancé cette monnaie simplement pour que les gens aient de quoi manger, et de quoi œuvrer, et de quoi travailler. Et ce film est vraiment très bien fait. Il est très simple, mais très bien. Il s'appelle La monnaie miraculeuse. Voilà, le village de Vorgel, en Autriche, 1933. Et tout ça pour montrer que c'est la misère qui nourrit ensuite, on va dire, les comportements les plus atroces, les plus déviants. Et cette misère actuellement, ils sont en train de nous plonger dans une misère artificielle. Voilà. Donc il faut absolument éviter ça. Il faut essayer de sortir de ce système pernicieux dans lequel nous sommes tous esclaves. C'est mon simple propos ce soir. Essayons de trouver les méthodes pour sortir de cette matrice, de cette toile d'araignée dans laquelle on n'arrive pas à sortir. C'est tout. Alors, hormis le franc libre, quelle est votre actualité, cher capitaine? Est-ce qu'il y aura bientôt peut-être un congrès comme il y a eu l'année dernière? C'est en Est-ce que vous réflexion. faites un Tour de France actuellement aussi? C'est en réflexion. Ben, le Tour de France, malheureusement, ou heureusement, ça va être plutôt dédié à la mise en place des caisses dans tous les CSP. Donc là, actuellement, on a 200 CSP, donc 200 cellules en formation actuellement, recensées. Et nous avons déjà 35 cellules prêtes, avec des élections, 20 personnes, et prêtes à recevoir les caisses. Donc nous devons visiter ces 35 cellules, les inspecter, pour ensuite leur dire, bon, ben, OK, vous êtes bien 20 personnes, vous respectez bien le livre blanc et le règlement du CSP, on vous met en place les caisses, allez-y, c'est parti. Donc on va faire ça courant novembre, tout le mois de novembre. Et ensuite, décembre, bah oui, ce serait intéressant de clôturer l'année comme on l'avait fait l'an dernier avec un congrès national citoyen, peut-être le deuxième congrès national citoyen, numéro 2. C'est en réflexion, peut-être
troisième semaine de décembre, peut-être janvier, je ne sais pas encore. Mais ce serait intéressant pour justement avoir toujours on va dire cette réunion annuelle qui permet de faire le point sur l'année écoulée, voilà, à tout point de vue. Donc l'an dernier, c'était très orienté crise sanitaire, c'est sûr. Ben là, on peut parler encore un peu de crise sanitaire, mais on peut surtout parler de toute cette famine artificielle qui est en train d'être montée, la guerre en Ukraine, bien entendu. Enfin, beaucoup de choses euh, qui vont euh, qui vont mettre les Français dans l'adversité. Voilà. L'adversité, l'épreuve, c'est là où on montre si on a du vice ou de la vertu. Et c'est ça qui nous sauve, ou pas. Alors, j'avais une question d'auditeur qui est pas inintéressante. D'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque avec Bernard Monod sur les bitcoins. Mais bon, je vous laisse répondre. L'idée du franc libre est intéressante, mais que se passera-t-il s'il n'y a plus d'électricité avec des box Internet qui ne marcheront pas? Et oui, et ça, c'est une réflexion qu'on avait eue par rapport aux monnaies électroniques. On s'était dit, c'est super intéressant ce qu'ils font avec le Bitcoin. Ça, vraiment, c'est intéressant ce qu'ils font. Au niveau de la blockchain, ça, c'est malin, c'est intelligent. Mais bon, on imagine que tout est interconnecté, que tous les réseaux sont denses, profonds, qu'il n'y aura jamais de rupture, en fait. Pas tant que ça, parce que imaginez que l'État profond prenne le contrôle d'un appareil d'État européen, tiens, comme la France, que la France soit le champion de l'électronucléaire, comme elle l'est depuis 50 ans, et puis qu'il décide de mettre en panne 50% des réacteurs. Mettre en panne, ou alors de ne pas faire les entretiens nécessaires pour qu'on ait 80% de notre parc électronucléaire ou 90% opérationnel. Eh bien, on va avoir en fait ce qu'on appelait des isolats énergétiques, des isolats électriques, et qui vont peut-être créer des ruptures de réseau en France. Et donc, quand vous n'avez plus d'électricité pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça a été voté, je rappelle, ça a été voté. Donc, il y a une loi qui permettra de faire des délestages électriques, des ruptures électriques. Mais s'ils l'ont voté pour 2 heures, ils peuvent vous le mettre pour 5 heures, hein, ou pour 6 ou pour 7. Hein. Il n'y a pas de limite. Hein. Quand ils ouvrent en fait une fenêtre de contrôle et de perversion de tout ce que vous voulez, une fois que la fenêtre est ouverte, ils peuvent l'élargir comme ils veulent. Comme ils veulent. Le principe est détruit. Voilà. Donc là, on est face à ça. Donc pour répondre à la question de l'auditeur, c'est pour ça qu'on a tout de suite créé du fiduciaire. Tout de suite. On aurait pu rester tranquillement dans la gestion électronique. On fait des comptes, c'est facile. On fait 3 serveurs, 2 programmeurs, une jolie photo et on fait ça sur une application. C'est pas suffisant. Il faut du fiduciaire. Et là, on rentre dans le lourd. Là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le physique, dans le douloureux. Parce que faire des monnaies fiduciaires, c'est douloureux. Ça coûte cher. Actuellement, faire par exemple 50 000 pièces comme ça, c'est 25 000 euros. Cash, direct. Faire un débit comme ça, 20 millions de francs libres, c'est 75 000 euros. Direct. Donc déjà pour démarrer, vous n'avez même pas fait une émission, vous n'avez même pas fait un déplacement quelque part, vous n'avez rien fait, c'est 100 000 pour démarrer. Et après, ça va être 500 000. Et après, ça va être 1 million. Là, on rentre dans le dur. Donc on crée le fiduciaire pour ça. Et toutes les caisses qui actuellement seront gérées en fait avec des téléphones qu'on va remettre à chaque trésorier. Chaque trésorier dans le CSP aura un téléphone relié à la caisse nationale, permettant en fait de faire les dépôts et les retraits sur les comptes existants. Eh bien, en fait, on va aussi leur donner progressivement des registres. Voilà. On va faire des sauvegardes, bien sûr, de tous les comptes nationaux pour savoir en temps réel s'il y a une coupure de main, à combien on était du crédit de chaque personne. On le sait, c'est facile. Informatiquement, c'est facile à faire. Et ensuite, derrière, eh bien, il faudra peut-être revenir au registre un jour, et pourquoi pas un jour aux commanderies templières. Pourquoi pas? Dernière question, cher capitaine. Est-ce que vous avez confiance en l'avenir de ce pays et du peuple français? Oui, oui, j'ai confiance. Par contre, je sais qu'on va en baver. Hein. Ouais, Ça, c'est clair. Faut pas mentir aux gens. Non, on va souffrir, ça va être dur. Mais le peuple français a subi d'autres outrances, outrages et atrocités dans son histoire. Il s'en est relevé, et parfois beaucoup plus funeste. Hein. Quand on voit le 1,5 million de morts et le 1,5 million de blessés, tous jeunes, 3 millions, de toute une catégorie d'âge de 36 millions d'une population en 14-18, ça fait 10% d'une population.
la plus jeune, qui est fauchée. Là, c'est 14-18 qui nous a vraiment coupé notre vitalité, entre guillemets, essentielle. Donc, on n'est pas encore en 14. On pourrait y revenir, hein, peut-être. Mais oui, il va y avoir des moments difficiles. Très difficiles. Il ne faut pas se mentir. Hein. Voilà. Mais par contre, ces moments difficiles, vous pouvez les atténuer dans la solidarité, dans la coopération. Quand vous êtes dans la paix et la prospérité, l'esprit de compétition est le bienvenu. Pourquoi? Parce qu'il permet en fait d'insuffler de la vitalité dans un corps, on va dire, satisfait de lui-même, satisfait de ses objectifs, satisfait de croire que la paix est éternelle et la prospérité est éternelle. Donc l'esprit de compétition-là permet en fait de tirer ce corps social vers la vitalité. OK. Mais quand ce corps social, cette société, est plongé dans l'adversité de la famine, de la guerre et de la misère, là, il faut arrêter la compétition. On n'est pas là pour se taper sur la gueule. On est là pour coopérer les uns avec les autres et faire en sorte qu'il y ait le maximum de Français qui passent l'épreuve, qui en survivent physiquement, mais aussi moralement et intellectuellement. Parce que vous avez autour de vous plein de gens qui sont vivants, visiblement, mais qui sont moralement, intellectuellement morts. Ils ont été, on va dire, totalement traumatisés déjà parce qu'ils ont vécu dans le premier tamis de la crise sanitaire. Alors imaginez quand ils vont être frappés par la famine alimentaire, famine électrique, famine data, et si un jour ils sont frappés par la guerre. Les gens peuvent mourir, corps, âme et bien. Tout peut mourir. Mais il peut y avoir différentes modalités. Voilà. Et c'est ça qu'il faut éviter au plus grand nombre, en essayant d'être solidaires les uns les autres. Avec les gens qui le veulent, qui l'acceptent et qui font preuve de bonne volonté. On ne peut pas forcer les gens à avoir la volonté de vivre. On ne peut pas les forcer. Voilà. Mais s'ils ont la volonté de vivre, de se battre, et en plus, vertu suprême, de s'unir, alors ces personnes-là, il faut les encourager. Et c'est ce que vous dites tout à l'heure. Il faut encourager l'union, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, cher capitaine Juvin Brunet. Voilà, vous avez toutes les questions et réponses sur le fameux franc libre. Voilà, je vous souhaite vraiment bonne chance et moi, je soutiens toujours toutes les actions qui se font en faveur du peuple français et contre le fameux système. Merci encore à vous, cher capitaine. Vous étiez plus de 2200 en même temps à regarder ce live. Passez tous une excellente soirée et à mercredi avec Laurent Oberton et jeudi avec Jacques Beau. Merci à vous. Allez, Merci au à revoir. tous. Ciao. Merci pour votre confiance.